Et bonsoir à tous, on se retrouve comme d'habitude, c'est votre émission d'actu culture et société, ça bouge pas, c'est tous les mardis 19h-21h sur Move. Je m'appelle toujours So Spencer et je suis toujours avec Florence et Leïla. Ça va? Salut, ça va? Ouais. Ouais, ça va. Il y a des galères en ce moment. Il y a un peu de pluie, mais t'as capté, c'est bon. Ici c'est le soleil avec vous, le sunshine of my life. Exactement. Je suis toujours avec elle pour débriefer de l'actu, ça bouge pas. Alors comme tous les mardis, on va passer 2 heures agréables avec nous. Vous pouvez nous écouter mais aussi nous regarder en direct sur move.fr. Alors aujourd'hui au menu de la pluie et le beau temps, la 77e édition du Festival de Cannes a débuté mardi dernier et va prendre fin ce samedi 25 mai. Alors c'est l'occasion pour nous de nous intéresser de plus près à cet événement qui est pionnier du 7e art avec toutes ses innovations comme le cinéma immersif, mais aussi à son lot de polémiques, notamment avec le scandale MeToo que les organisateurs s'inquiètent chaque année de voir ressurgir. Alors parcourir les galeries à la nuit tombée, c'est le principe de la nuit européenne des musées et ça a eu lieu ce samedi 18 mai 2024. Aujourd'hui, on va vous parler d'art. Alors Florence, justement, tu vas nous dire pourquoi depuis quelques années, il y a certains militants qui ciblent les œuvres d'art. Et toi Leïla, puisque cette initiative permet l'accès gratuit au musée, tu t'es questionnée sur la question de l'accès à l'art, surtout pour les personnes issues des classes populaires. Yes, on va voir si l'art c'est un truc de riche et si la culture elle est vraiment accessible à tout le monde. Thibaut et Jessica Garcia font partie des couples d'influenceurs les plus suivis en France. Alors eux, ils partagent leur vie sur les réseaux sociaux et récemment, dans une de leurs dernières vidéos YouTube, il y a une polémique puisque le couple a été accusé de faire l'apologie du viol conjugal. Donc c'est un sujet sexo qui vous attend pour cette deuxième heure. Leïla, tu t'es intéressée aux contenus qui sont dédiés à ce sujet aujourd'hui sur les réseaux. Ouais. Et Flo, tu vas plutôt aborder l'aspect physique et les différences entre le désir féminin et masculin. Ouais, et on va démonter le mythe qui dit que les hommes auraient plus de libido que les femmes. Aïe, aïe, aïe. Après les mauvaises réactions suscitées par les dernières campagnes de pub de Burger King et l'application de rencontre Bumble, nous, on a décidé de nous pencher sur la place des publicités dans nos espaces publics, mais aussi sur Internet. Vous allez voir que toutes ces publicités ont de réels impacts sur notre société et surtout sur nos tendances de consommation. Tout ça et bien plus encore, c'est dans la suite de La pluie et le beau temps. C'est parti. La pluie et le beau temps. La pluie et le beau temps. Alors des stars, du glamour, un tapis rouge et un maximum de stars concentrées au même endroit, au même moment. Vous l'avez compris, le Festival de Cannes est de retour depuis mardi dernier. Cette 77e édition du Festival de Cannes a débuté donc mardi 14 mai avec une cérémonie d'ouverture qui a été animée par l'actrice française Camille Cotin. Et ça s'est déroulé dans la salle mythique du Grand Théâtre Lumière. Cette année, du coup, cette cérémonie d'ouverture, elle a été 100% féminine. Donc on a eu Greta Gerwig, vous savez, la réalisatrice du film Barbie. Donc elle était présidente du jury. Enfin, elle est présidente du jury. Et il y a eu un autre moment aussi inoubliable de cette soirée d'ouverture, c'est la remise de la Palme d'Or d'honneur à Meryl Streep. Et cette Palme d'Or, elle a été remise par l'actrice française Juliette Binoche, qui lui a d'ailleurs témoigné toute son admiration envers sa carrière et surtout son rôle de femme envers les femmes, dans le milieu du cinéma. Tu as changé notre façon de voir les femmes dans le monde du cinéma. You changed the way we look at women in the cinema world. Tu And also helping us nous as donné une nouvelle image de nous-mêmes. Très ému, hein. Mais Ouais, Meryl le Streep, petit- c'est quelqu'un en même temps. Ouais, mais moi ce qui me fait trop rire, c'est le à la fin. C'est ça les acteurs. Je te jure, toujours dans le jeu. En tout cas, c'est vrai que ce festival-là, il a commencé mardi dernier et il va se terminer ce samedi. Donc là, c'est la 77e édition, ok. Mais les filles, est-ce qu'on connaît vraiment les origines du Festival de Cannes ? Mais raconte-nous. Dis-nous Voilà, tout. je vais vous dire, Tata So Spencer, prof d'histoire. Alors, Maîtresse. c'est un peu long parce qu'il y a eu plein d'épisodes, enfin il y a eu plusieurs épisodes, vous allez comprendre, mais en tout cas ce que vous devez retenir, c'est que la création du Festival de Cannes, elle est liée à un enchaînement d'événements politiques et tout ça avant la Seconde Guerre mondiale. Alors le point de départ en fait, ça a été la 6e édition de la Mostra de Venise, donc en Italie. À l'époque, ça c'était vraiment la grande fête du cinéma mondial. Et en 1938, donc il y a Hitler et Mussolini qui prennent d'assaut le festival et eux, ils vont carrément imposer la victoire de l'Italie et de l'Allemagne dans les prix attribués. Il n'y a pas de choix, c'est nous on gagne, tu vois. Et en fait, ça va marquer le diplomate et historien français qui s'appelait Philippe Erlanger. Et à ce moment-là, il s'est dit,
il faut que je crée mon truc, tu vois. Ok. Donc là, il va vouloir en fait organiser un festival français qui est libre et surtout sans pression politique. Mais du coup, la guerre, elle est pas venue casser ses plans à lui. C'est là, c'est pour ça que j'ai dit il y a plusieurs épisodes en fait. Ouais, c'est ça. De base, ça devait être lancé en 1939, mais normalement, vous êtes allé à l'école. Vous connaissez la date de la Deuxième Guerre mondiale, rassurez-moi. 39-45. Voilà, merci. Et du coup, c'était pas trop le moment de lancer un nouveau festival. Du coup, il y a eu la première édition à Cannes le 20 septembre 1946. Ok, et du coup, pourquoi Cannes et pas une autre ville, par exemple? Alors, il y a eu plusieurs choix, mais la chose, c'est qu'il fallait concurrencer la prestigieuse ville de Venise. Et donc, en 1939, ils avaient déjà à la base choisi Biarritz. Mais Pas en fait, mal. ouais. Apparemment, ce qui paraît, très belle ville. Bah ouais, moi T'es jamais j'adore. allée à Biarritz? Je suis jamais allée à Biarritz. Moi non plus. Moi, je suis team Biarritz, hein. Je préfère Bien. Biarritz à Cannes. Biarritz à Cannes. Mais du coup, c'est Cannes qui a gagné. Ouais, parce qu'en Aïe. fait, elle est sur une côte qu'on compare à la Californie. Voilà. ok. Et du coup, c'est cette ville qui a été choisie. Et vous savez comment on l'appelle? Non, dis La perle de l'azur. Ouf. La perle de l'azur Très a été précieux. choisie. Voilà, exactement. Et du coup, depuis, c'est Cannes, c'est à Cannes qu'a lieu le festival. Et donc, pour finir un peu sur l'histoire, est-ce que vous savez aussi ce qui a marqué la toute première édition? Ah, moi, je sais pas. Non, moi non plus. Non. Et c'est la découverte d'un nouveau courant cinématographique. Et ce courant-là s'appelait le néo-réalisme. Et c'est vrai que depuis le lancement du Festival de Cannes, il y a plein de mouvements qui ont été révélés. Et justement, cette année, Florence, je sais que le Festival de Cannes lance une nouvelle compétition. C'est la compétition immersive. C'est ça. Et tu vas nous expliquer ce que c'est le cinéma immersif. Alors, pour les non-geeks, du coup, le cinéma immersif, c'est une autre dimension. C'est plus toi qui es face à un écran, mais c'est toi dans l'écran, dans le sens où l'histoire se passe autour. Et c'est pas la première fois que ce genre d'œuvre est présenté au Festival de Cannes, d'ailleurs. Ah ouais, la toute première œuvre de réalité virtuelle, elle avait été présentée en 2017 et c'était Alejandro González Iñárritu. Ouais, c'est ça, avec Carne y Arena. Très espagnol. Arena. Du coup, l'ambition, c'était de se mettre dans la peau d'un immigrant clandestin à la frontière mexico-américaine. Et en gros, les journalistes accrédités, ils ont eu la chance de se plonger dans la salle sombre, du coup, donc équipés d'un casque, et de marcher pieds nus dans du sable rapporté du désert, sentir des brises de vent et être en fait au milieu des gens qui sont mal en point, etc. Bref, ça a fait une expérience hyper impressionnante et il avait reçu un Oscar spécial. Tu m'étonnes. Mais du coup, là, c'est la première fois vraiment qu'il y a un prix qui est décerné spécifiquement à ce cinéma immersif. Ouais, donc là, il y a 8 œuvres qui sont proposées et il y a tout. Par exemple, on a des expériences interactives sans équipement, comme En Amour. Donc, c'est réalisé par Claire Barden et Adrien Mondo. Ça parle du sentiment amoureux et ça a l'air super chouette parce qu'en fait, on peut jouer avec son corps et avec les écrans et le sol. Puis on a aussi des expériences d'air écrit avec un casque à réalité virtuelle comme dans Traversing the Mist. Donc l'idée ici c'est de déambuler dans un sauna gay. Évidemment, c'est une expérience dédiée aux plus de 18 ans parce qu'il y a des scènes de nu. Et apparemment, elle s'est étouffée avec son nose. Mais en plus, apparemment, l'ambiance est extrêmement étrange et pesante. Bah ouais. Et en même temps, oui, ça doit être curieux de ressentir les déplacements des gens et Ouais, tout. de ouf. Vous, les filles, est-ce que ça vous brancherait le cinéma immersif? Grave chaude. Ah ouais. Grave. En fait, c'est un peu comme réalité virtuelle quand t'es dans les manèges et que ça fait comme exactement. ça et tout. Ah, moi, j'aime pas. Ah ouais? Genre, déjà, en fait, j'ai un problème avec la 3D et la 4D. Ça me fait mal aux yeux. mal au crâne, ça me fait mal à la Mmh. tête Ouais. et tout. Du coup, ouais, je suis pas trop attirée par ça. Mais moi, je pensais que ça m'attirait pas parce que ce que j'aime bien au cinéma, c'est d'être dans un truc un peu collectif. Et là, c'est vraiment une expérience personnelle. Mais moi, Ouais. je pense que ça doit être hyper Ça peut être intense. trop bien, ouais. Bah, hyper intense, ouais. Et en tout cas, sur le long terme, c'est quelque chose qui tend à se développer. D'ailleurs, pour attirer le grand public, certaines œuvres contiennent des voix de personnalités comme Léa Seydoux. Dans Sphère, on peut l'entendre nous guider au cœur d'une étoile qui explose. Ouais, et il y a aussi Kate Blanchett dans Evolver. Ouais, et en fait, on pourrait penser que ça plaît à tout le monde, sauf à Leïla, mais aussi en parallèle, il y a plusieurs professionnels du métier qui flippent et qui se montrent plutôt sceptiques envers ce cinéma parce que selon eux, ça pourrait être une menace pour le cinéma plus classique. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Bah, on en a déjà parlé, hein, c'est comme l'affaire de L'IA et tout. l'IA. Hein. En vrai, je pense que Ouais. si ça évolue, ça peut les concurrencer, mais je pense pas que Ah ça ouais, prendra... parce que pour moi, Bah, c'est plus une continuité. Pour moi, c'est un nouveau truc, genre c'est un nouveau style. Ouais, pour c'est moi, comme c'est un si nouveau demain on style, découvrait un nouveau style de musique. Bah, il y a Ouais. des gens qui diraient ah ouais, c'est trop C'est bizarre. comme quand il y a eu j'aime le pas. cinéma en noir et blanc, ils étaient en mode ouh, Ouais, des c'est- couleurs, Ouais, on c'est ça. préfère et tout. Ouais. Non, Bah, voilà. non, ils ont pas, vous inquiétez pas, vous Ouais. avez pas de soucis à vous faire. Et surtout qu'en même temps, je trouve Crevard. que... Et toi? Bah, moi, je suis plutôt pour. Enfin, je me dis Ouais. que ça va pas être une menace et que vraiment c'est une avancée. Et puis, Bah ouais, c'est ça en fait.
C'est une avancée. Mais après, en même temps, moi, j'arrive pas trop à me projeter parce que c'est encore très niche. D'ailleurs, ils ont du mal à investir dedans parce que ça pèse vraiment lourd. Par exemple, dans l'œuvre Maya, naissance d'une super-héroïne. Donc ça, c'est une œuvre où on peut suivre une jeune fille indienne à Londres qui a ses premières règles. Et c'est entre 200 et 500 € pour chaque casque quand même. Mais allô, mais c'est grave Ça cher. n'existe pas. Ouais, Non, je non, suis désolée. j'ai rien dit. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais rester avec Tout à l'heure, tu Netflix. disais que t'aimais bien. Je vais rester avec mon Tu IPTV. disais, oh là là, c'est comme la réalité virtuelle. Franchement, je suis grave chaude. Ah non, ça va aller. Au pire, je vais la tête dans les nuages. Je fais le bail comme ça va aller. Mais c'est vrai que même si c'était accessible, je pense qu'en vrai, ça mettrait des années avant de devenir vraiment mainstream. Tu vois ce que je veux dire? Non mais clairement, en fait, c'est un fantasme limite quand on voit qu'en France, la réalité virtuelle, c'est surtout utilisé pour les jeux vidéo ou pourquoi pas pour des activités du style escape game. En tout cas, pour des expériences qui sont ponctuelles et très très loin derrière pour visionner des films. Est-ce que vous avez déjà testé des casques à réalité virtuelle sûr. ou- Ouais. Moi, un truc pour un manège. Ouais. Pareil, j'ai pas kiffé, j'avais envie de vomir. Ah ouais? Ouais. Non, dans ma Alors que les famille, manèges, ça me donne pas envie de vomir Ok, dans la vraie vie. marrant. Les manèges, ça fait mal à la tête. Parce qu'en plus de ça, t'as les sièges qui bougent et tout. Ouais. Mais moi, j'avais testé dans ma famille un casque, vraiment. À Ok. Noël, tu sais, tout le monde les Ouais, sait. quand tout le monde Tu vois, teste ses gadgets voilà. là. Il y avait quoi dedans du coup Je jouais au tennis. Ok, Et ça, franchement, j'avais trouvé ça trop cool, mais à petite dose parce qu'effectivement, ça peut faire mal aux yeux. ok. Et toi? Mais moi, j'ai testé là il y a pas longtemps dans une expo qui s'appelle Ayahuasca. Enfin Ouais. non, même pas. Elle s'appelle Vision chamanique et ça parle de l'ayahuasca, pardon. Et en Ok. gros, pour ceux qui savent pas, c'est une préparation hallucinogène d'Amérique latine. Et en gros, pendant une quinzaine de minutes, on avait ce casque pour un peu vivre un trip sous ayahuasca. Ok. Et mais moi, ça m'a retourné le bide. Tu Genre m'étonnes. vraiment, c'était T'étais waouh. en transe. Mais surtout que tu sais pas, tu rentres dans un serpent et après il se passe plein de trucs qui étaient genre oula. Enfin, j'étais limite en train de commencer une petite crise d'angoisse et je me suis dit Non, mais je comprends. de ouf. trop bien. Enfin, mais dans le bon sens. Ah. Je sais pas. Enfin, Ok. ouais. Pas Non, de mais soucis. en vrai, on va en expo pour ressentir des choses. Bah, Et écoute, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, elle est cette expo au musée du Quai Branly jusqu'au 26 mai. Donc vite. Go l'ayahuasca, go les chamans, go. En tout cas, c'est vrai que le festival de Venise, je vous en ai parlé au tout début. Sachez que c'est vraiment un concurrent, je pense, un concurrent direct au festival de Cannes ou peut-être une inspiration, je sais pas, parce que tu vois ce prix là qu'on remet cette année, il existait déjà à Venise et cette année d'ailleurs, il y a plein d'œuvres qui ont été sélectionnées à Cannes, qui l'ont été dans d'autres festivals. Par exemple, il y a le film Empereur de Marion Berger et Ilan Cohen. Et ce film-là, justement, en septembre dernier, il a reçu le prix de la réalisation immersive à la 80e édition du Festival de Venise. Vraiment Ouais. en avance. Ouais. Ouais, ils sont en avance, c'est les Italiens, c'est pas pour rien. Ma bella, le cinéma, la pellicula, comment on dit? Scusi. Non, en vrai, ça m'a donné envie de regarder un film immersif. Ouais. Et pour le coup, Bah, t'as en 500 France, €. Parce que si tu les as pour le film, je pense que tu peux me faire beaucoup de cadeaux. je les mettrai certainement pas dans un casque, ça c'est clair. Voilà. En tout cas, en France, le prix sera remis ce jeudi, 23 mai, donc on verra bien qui va gagner. Hein. Et Grave. peut-être qu'on ira le regarder à 3, ça nous fera 1500 balles. Bah, Impeccable. On les a, allez. Note de frais, s'il vous plaît. Exactement. 19h16, vous êtes toujours sur Move et vous écoutez La pluie et le beau temps. C'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société sans tabou. Alors là, on vous parle de la 77e édition du Festival de Cannes qui est actuellement en cours, du 14 au 25 mai prochain. Alors vous le savez, le Festival de Cannes, c'est vraiment le rendez-vous annuel du cinéma international. Et comme je vous l'expliquais en première partie, cette année, le festival s'est ouvert lors d'une cérémonie 100% féminine. Il y avait Greta Gerwig, la réalisatrice du film Barbie, en qualité de présidente du jury. Il y a eu aussi la remise de la Palme d'Or remis à Meryl Streep par l'actrice française Juliette Binoche. Tout à l'heure, on a écouté un extrait, c'était très émouvant. Et on note aussi vraiment cette volonté de faire la place aux femmes, puisque, qu'on se le dise, le combat est encore loin d'être gagné, puisque 38%, c'est la proportion de films qui sont réalisés par des femmes et qui ont été sélectionnés en 2023 dans les festivals de cinéma du monde entier. Et ce chiffre, il vient d'une étude qui a été révélée par le collectif 50-50 ce vendredi 17 mai dernier. Et en fait, il apparaît 6 ans après la signature d'une charte en faveur de la parité femmes-hommes, justement, dans le Festival de Cannes. Et on le sait, la place de la femme dans le milieu du cinéma, elle est encore sensible. C'est encore un sujet vraiment compliqué, notamment depuis 2017 avec l'apparition du mouvement MeToo sur la Croisette. Et alors ce mouvement de libération de la parole des victimes de violences sexuelles, il a révélé au grand jour plein d'agressions sexuelles, des viols commis pendant des années dans les coulisses de cet événement qui est pourtant super classe, qui est mondial. Et là, cette année encore, le festival, il n'a pas été épargné puisque il a débuté avec une ambiance très tendue. Ouais. Déjà, il y a eu des rumeurs de listes de personnalités du cinéma qui sont accusées aussi de violences à caractère sexuel. Et il y a quelques semaines aussi, on avait parlé
parlé du MeToo garçon ici sur ce plateau. On avait parlé d'Aurélien Vic qui l'avait initié. Et puis il y a aussi Judith Godrèche dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, notamment parce qu'elle a porté plainte et elle a dénoncé des faits, des viols, de viols sur mineurs dont elle a été l'objet. Et aussi elle a parlé de sa relation d'emprise avec le réalisateur Benoît Jacquot à l'époque quand elle était mineure. Du coup en fait Cannes ça a toujours été ça en tout cas pendant longtemps été le théâtre d'agressions sexuelles, mais depuis je vois que les organisateurs du festival essayent au moins de protéger au mieux les femmes. Ouais. Et Camille Cotin l'a même rappelé dans son discours d'ouverture du festival. Les rendez-vous nocturnes avec les hommes puissants, c'est fini. Je vous laisse écouter. Dans ce monde, le jour et la nuit se confondent. On part en projection très tôt le matin, sans avoir dormi, et on donne ses rendez-vous professionnels en pleine nuit sur une plage qui porte le nom d'une marque. C'est normal. Ah oui, je précise que les rendez-vous professionnels nocturnes dans les chambres d'hôtel des messieurs tout-puissants ne font plus partie des us et coutumes du vortex cannois, suite à l'adoption de la loi MeToo. Et on s'en félicite. Parce que les agresseurs sont souvent invités dans le cadre du festival et de nombreuses agressions pourraient avoir lieu pendant ce festival-là. Et ça a eu lieu pendant des années parce que... En gros, ça a malheureusement été coutume pendant longtemps, pour les agresseurs d'inviter des victimes dans leur chambre d'hôtel en prétextant des rendez-vous pro, entre guillemets. Oui. Judith Godrèche et l'actrice Asia Argento, elles accusent le producteur Harvey Weinstein d'avoir carrément mis en place un système de prédation sur la croisette entre les années 80 et les années 2010. Et pareil pour Patrick Poivre d'Arvor, dont une de ses victimes, Marie-Laure Eudes-Delattre, l'accuse de l'avoir violée dans une chambre d'hôtel du Martinez alors qu'elle était en début de sa carrière d'attachée de presse. Du coup, depuis quelques années, les organisateurs ont décidé de faire, je cite, un festival sans polémique. Mais c'est quoi les mesures pour les éviter, ces polémiques ? Alors cette année, le collectif 50-50 qui milite pour la parité hommes et femmes dans le cinéma a accompagné le festival dans la mise en place de mesures pour protéger les femmes. Et la première, elle a été plutôt symbolique, c'était la diffusion de Moi aussi, le court-métrage de Judith Godrèche, pour la sélection Un certain regard, du coup, qui accompagne le mouvement MeToo. Y a une mesure plus concrète qui a été mise en place, c'est c'est la mise en place d'une ligne téléphonique depuis 2018. Et du coup, elle est ouverte de 8h à minuit et accompagne les victimes et témoins de violences sexistes et sexuelles. Et l'objectif, c'est vraiment de guider et accompagner les victimes pour un dépôt de plainte ou vers les services de santé, par exemple. Et ça marche ? Alors, on ne sait pas. Parce qu'en fait, on n'a aucun retour des organisateurs du festival, donc on ne sait pas si le numéro il a beaucoup sonné ou pas. Mais ils ont annoncé que cette année, ils auraient, par exemple, une plus grande communication autour de la ligne, avec un affichage du numéro dans les points d'accueil, dans les toilettes, mais aussi dans les newsletters des personnes accréditées pour l'événement, du coup. Mais tu vois, ça, c'est horrible. Mais c'est vrai que pendant le festival, il y a des facteurs qui peuvent un peu faciliter, si je puis dire, les agresseurs pour s'en prendre à leurs victimes. Ouais, et le premier, c'est la consommation d'alcool et de drogue qui brouille la frontière entre la vie pro et la vie intime, mais aussi avec les rapports de pouvoir. Donc encore une fois, pour éviter un max de débordement, le festival affirme avoir sensibilisé le personnel, premièrement à la consommation excessive, mais aussi à la dénonciation de comportements problématiques. Et des petits stratagèmes ont été mis en place pour diminuer la consommation d'alcool, par exemple, comme des stands sans alcool, des emplacements de bars stratégiques pour éviter l'enchaînement de verres, le choix d'un DJ qui pousse à danser plutôt qu'à boire, des animations comme des stands de tatouages éphémères ou de piercing. Et en fait, pendant ces soirées-là, c'est souvent là que des carrières se jouent et on essaie un peu de se créer un réseau. Il y a des promesses de contrats qui se font aussi beaucoup. Et Cannes, donc c'est les grosses soirées, comme j'ai dit, mais c'est aussi les afters dans des endroits plus intimes. Et c'est fréquent que des rendez-vous, par exemple, se fassent là-bas, dans des chambres d'hôtel, par exemple. Et beaucoup de journalistes ont interviewé des acteurs, réalisateurs ou producteurs directement dans leur chambre. Et pour éviter ça, le festival a mis à dispo du coup des espaces d'interview à l'intérieur du palais des festivals. Ça c'est bien, mais moi je trouve que c'est aussi le système en fait qui met en danger les femmes. Exactement, parce que des carrières se font à Cannes, comme je l'ai dit, et il y a un énorme fossé de puissance entre les comédiens, comédiennes, journalistes, personnel du festival et les producteurs, réalisateurs, etc., ce qui favorise les abus de pouvoir. Et par exemple, 65% des contrats saisonniers du festival sont tenus par des femmes, selon le collectif Sous-Écran, et selon Audience, donc plus de la moitié des violences sexistes et sexuelles sont le fait d'un supérieur hiérarchique. Donc oui, du coup, les choses s'améliorent, mais il ne faut pas non plus se laisser aveugler par les actions mises en place par les communicants. Et pour rester conscient de ce qui se passe, moi, je vous conseille d'écouter une émission, c'est Secret d'info, donc c'est celle du samedi 11 mai, donc l'émission de Jacques Monin. Et en fait, il évoque la structure du festival,
Et son problème a instauré une vraie parité homme-femme, ou encore, si vous voulez en savoir un peu plus sur le mouvement MeToo, je vous conseille le film She Said, donc c'est un film dispo sur Netflix, et c'est sur le lancement du mouvement MeToo, et ça retrace l'enquête de 2 journalistes du New York Times pour dénoncer Harvey Weinstein. Il est trop bien. Ouais. Et là, tu vois, tu as parlé de Judith Godrèche avec son film Moi aussi, donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une histoire forte parce qu'il est né justement d'un appel à témoignage qu'elle a fait quand elle a dévoilé ce qui lui était arrivé, parce que en fait, Judith Godrèche en France, c'est un peu le symbole du MeToo. Et après sa prise de parole, elle avait créé une adresse mail et en 15 jours, elle avait reçu juste 5000 témoignages. 5000 témoignages. C'est un truc de fou. Et du coup, le court-métrage, Moi aussi, il rend visible plusieurs centaines de ces témoins-là, parce qu'elle ne pouvait pas mettre les 5000. Il y a des femmes, mais il y a aussi des hommes dans le milieu du cinéma. Et Rachida Dati, elle a même rebondi, après avoir vu ce film, en fait. Oui. Elle en a profité pour annoncer une nouvelle mesure. En fait, ils veulent instaurer la présence d'un responsable mineur sur les tournages. Mais ça a l'air cool. Mais Judith Godrèche, il me semble qu'elle n'est pas super contente parce qu'elle se dit que c'est peut-être opportuniste. Et... qu'il y a des assos qui taffent sur ça depuis des années et qu'au final... C'est ça. On verra bien. Hein. J'ose espérer que ça puisse aider, en tout cas, sur les tournages. Ou au moins que c'est juste un souci qu'elle prend à cœur maintenant. Tu vois. Ouais, mais qu'effectivement, c'est pas opportuniste. On verra bien. Alors, c'est l'un des rendez-vous culturels de l'année en Europe, la Nuit des musées. C'était ce samedi 18 mai, raison pour laquelle nous, avec les filles, on a décidé de vous parler d'art. Aujourd'hui, on est très cultivés. Après le cinéma, c'est l'art. Voilà. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est déjà, cette nuit-là, il y a de nombreux musées qui sont ouverts gratuitement. Alors, ils ouvrent leurs portes en France, mais aussi en Europe. Et on y trouve au programme des visites éclairées, des parcours ludiques, des projections. Il y a plein d'animations aussi qui rendent l'expérience du musée conviviale et ludique. Et la Nuit européenne des musées, c'est une idée allemande puisqu'elle a débuté à Berlin sous l'impulsion de Volker Hassemer. Et lui, en fait, c'était un ancien sénateur berlinois de la culture et il rêvait de rendre accessibles les musées à tous, au moins une fois par an, la nuit. Et c'est chose faite, du coup, depuis février 97. Et du coup, ça n'a pas directement existé en France, il me semble. Ouais, c'est bien ça. En fait, la France a repris le concept en 99, mais différemment parce qu'en fait, au début, il y a eu Catherine Trautmann, c'était la ministre de la Culture sous Jacques Chirac. Et elle, en fait, elle avait inauguré le printemps des musées dans 700 musées en France. Et finalement, oui, c'est devenu la Nuit des musées, mais en 2005, effectivement. Ok, mais après, c'est trop cool parce que en fait, la cible, c'était les jeunes, quoi. Ouais, c'est toujours le cas d'ailleurs. Hein. Christelle Creff, la chef du service des musées de France au ministère de la Culture, s'est exprimée. Elle est revenue sur les objectifs de cette Nuit des musées. Et justement, elle a expliqué ça sur le plateau de France Info. Elle a parlé de l'implication des écoles dans cet événement culturel. Tous les ans, il y a des musées qui travaillent avec des classes, près 800 classes dans toute la France, et qui préparent un travail sur une œuvre, sur un ensemble d'œuvres. Et ensuite, ces jeunes vont venir présenter. Donc ce soir, les visiteurs ont certainement l'occasion d'avoir des visites guidées par des jeunes médiateurs qui ont fait partie de ce dispositif, la classe L'œuvre. Et puis, ils pourront aussi le partager avec leurs camarades, avec leurs professeurs, avec leurs familles. Et ça, c'est une belle initiative qui permet aux jeunes d'être acteurs. Alors, concernant cette initiative et justement cette Nuit européenne des musées, en France, depuis 2013, le ministère de l'Éducation s'est aussi associé et ils ont fait tout ça pour permettre à des élèves de tous les niveaux d'étudier une ou plusieurs œuvres. Et du coup, Leïla, même si on sait qu'avec ce genre d'initiative, on comprend bien que la culture, c'est une priorité pour l'éducation nationale, on sait quand même une chose, notamment grâce à un sondage IFOP, 45% des membres de la classe populaire et modeste considèrent la culture comme inaccessible. Donc j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on peut dire que la culture, c'est un truc de riche ? En vrai, je me suis posé la question la dernière fois parce que j'écoutais un son et ça m'a fait réfléchir, je vous fais écouter. L'art c'est pour les riches, quand t'as rien à bouffer, t'emmerdes la Joconde dans la merde, nous on nage le crawl, j'ai le sourire que quand moi j'ai... Du coup, c'est un extrait d'À la base, un titre de PLK, dans lequel il dit que l'art c'est pour les riches et que quand on n'a rien à bouffer, on emmerde la Joconde. Donc ici, on parle d'art jugé noble entre guillemets par les classes sociales les plus élevées, comme la peinture, la sculpture, la musique classique, le théâtre, l'opéra, comme si les élites définissaient un peu ce qui était digne d'être de l'art ou non. Et pour ce qui est de l'art apprécié dans les médias de masse ou issu des classes populaires, on le méprise souvent et on juge même qu'il n'a pas de référence historique assez lointaine. Et j'ai l'impression que c'est cet art-là qu'on réserve aux plus pauvres, alors que peu importe qu'on vive dans le 16, à Paris ou à Roubaix, on peut être touché par un tableau de Picasso ou par une symphonie de Mozart. Carrément, parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, on se dit qu'il faut comprendre ces œuvres d'art qu'on regarde ou qu'on entend, genre.
Ouais, et c'est vrai que pour pas passer à côté du message d'un artiste, il faut connaître ses références, le contexte historique de l'œuvre ou celui de sa réalisation. Et je comprends qu'on puisse vouloir comprendre. D'ailleurs, selon l'IFOP, 41% des diplômés ont vu une expo 1 à 2 fois au cours des 12 derniers mois, contre seulement 9% des non-diplômés. Et du coup, vous, c'est quand la dernière fois que vous avez été au musée ou vu une expo ? Après, moi, du coup, c'était récemment pour Vision chamanique, là, au musée du Quai Branly. Mais bon, après, j'avoue, j'y vais souvent, mais je pense que c'est aussi une histoire de se renseigner, de se sentir légitime, en fait. Ouais. Moi, j'avoue, je le fais pas trop sur Paris, mais j'aime bien quand je voyage, par contre, visiter des lieux culturels. Et du coup, récemment, j'étais à Majorque. Alors, j'ai fait... le musée du monde arabe avec les bains arabes de Majorque et qui reparlait de toute l'époque musulmane à Majorque justement qui était une île. Franchement c'était trop bien. Et toi? Hyper intéressant. Trop cool. Moi la dernière fois que je suis allée au musée c'était à l'Institut du monde arabe, c'est il y a pas longtemps. Et expo, mais je crois que ça date de l'année dernière. J'étais allée voir une expo Cartier et les arts arabes. Oui, trop bien cette expo. Je sais même plus où c'était, mais c'était trop bien. Très très bien. C'est trop beau. Et en fait, tout ça c'est pareil pour le théâtre, l'opéra et la musique classique. Ça veut dire qu'il y a entre un quart et un tiers des Français qui restent à l'écart de cette culture. Alors oui, les artistes font passer des messages à travers les œuvres, mais l'intérêt de l'art, c'est aussi que chacun ait sa propre interprétation et son propre ressenti par rapport à ce qu'il voit. Et en gros, plus il y a des interprétations et des points de vue qui se mélangent et plus on peut échanger. Donc c'est vraiment une force d'avoir des gens d'horizons différents, je trouve, et ça ouvre la discussion. Et pour avoir des informations sur tous les éléments concrets comme le message passé par l'artiste ou le concert, n'oubliez pas que dans les musées ou dans les expos, il y a des médiateurs culturels. Et du coup, c'est l'intermédiaire entre l'artiste et le public. Donc, faut pas hésiter à leur poser des questions si vous en avez de dispo. Et si vous comprenez pas une œuvre, ils sont un peu là pour ça. Et donc, pour vous, avoir des connaissances, est-ce que c'est primordial pour aller au musée ou aller voir une expo ? Non. Trop bas. Mais surtout que moi, je trouve que tu vas voir des choses quand tu les connais pas vraiment. Il y a plein d'encarts qui t'apprennent. En fait, t'en sors avec plus de savoir que quand t'es venu. Et c'est le but. Enfin, sinon, c'est pas drôle, même, je trouve. Moi, ça m'intéresse pas d'aller à un truc où je connais tout. Moi, je suis trop la meuf avec les écouteurs là, tu sais. Vous voyez le téléphone, là, je veux tout savoir. Je me dis, j'ai payé, je regarde jusqu'à la fin. Et puis aussi, ce qui est marrant avec l'art, c'est qu'en fait, t'y vas, parfois, t'as rien compris, mais ça t'émeut pour un truc. Où tu trouves ça beau. Et même des fois, trouver ça pas beau, je trouve que c'est aussi une réaction, tu vois. Bien sûr. Et tu dis, je suis en train de m'instruire quoi qu'il. Tu vois. Voilà. Ouais, même pas juste. Au final, j'ai été voir ça. Ah ouais, ça c'est pas mon délire. Au moins, tu auras découvert des trucs. Quoi. Voilà, tu mourras moins bête comme ils disent mes parents. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'il y a un autre facteur à prendre en compte aussi, c'est que souvent, l'accès à la culture, ça coûte cher. Ah ça oui. Déjà en 30 ans, par exemple, le prix de la place de ciné, il a été multiplié par presque 17. Donc ça, c'est selon le site du Sénat, qui qualifie le cinéma de luxe populaire. Quoi ? Mais maintenant, c'est 30 balles pour y aller à deux. Ouais, c'est vrai que 15 balles. C'est un peu encore 9 €. Non, c'est trop. Où est passé l'époque du 5 balles ? Tu bois pas, tu manges pas, tu regardes. Tu manges avant. Et t'es énervé parce que t'as tout donné pour regarder. Il manque plus que le film, il est claqué, c'est bon, c'est chaos. Et du coup, c'est la même chose pour les concerts, les pièces de théâtre. Oui. Et en fait, c'est ce qu'expliquait Marie-Josée Malice, donc elle est metteuse en scène et directrice du théâtre d'Aubervilliers. On a eu le sentiment, je pense, dans les années 80, 90, que la couverture du territoire était assurée. Et puis aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'en fait, il y a de nouveau une espèce de manquement d'équipement, des endroits où les artistes ne sont pas présents. Évidemment, il y a aussi la paupérisation des classes moyennes qui fait que les gens vont moins au théâtre parce que, comme le révèle la crise des Gilets jaunes, les premières nécessités ne sont pas couvertes, donc la culture devient une pratique, je dirais, secondaire. Et du coup, il y a aussi un autre problème, c'est que la culture, elle est centralisée à Paris, donc avec des musées comme le Louvre, le musée du Quai d'Orsay ou du Quai Branly, et dans les grandes villes pour les expos. Donc, c'est vraiment que les citadins qui sont avantagés. Ouais, c'est vrai. Après, je trouve qu'on a quand même de la chance parce qu'il reste des lieux de culture qui sont accessibles à des prix réduits pour les plus précaires. Et il y a même des sites qui sont gratuits. Oui, et tout ça, ça a été initié par André Malraux au début des années 60, avec la création du premier ministère de la Culture. Et depuis, les gouvernements qui se sont succédés, ils défendent les mêmes valeurs, avec la mise en place de matières artistiques comme la musique ou l'art plastique dans les programmes scolaires. Par exemple, moi, quand j'étais en 3e, j'avais un cours d'histoire des arts et c'était ma matière préférée. J'avais même été interrogée sur ça, à l'oral de mon brevet. Et d'ailleurs, j'avais 18. Et du coup, vous avez quel souvenir de cours de musique, d'art plastique ou d'histoire des arts du collège ? J'ai jamais fait d'art plastique, je vous ai déjà expliqué. Moi, j'étais en études musique.
Du coup, j'étais en cham. Le moi, matin, j'étais en j'allais à cham en l'école. primaire. Voilà. Ouais, moi, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au lycée. Et l'après-midi, j'étais au conservatoire. Donc, j'ai jamais fait d'art plastique pour le coup. Et j'étais trop en mode, putain, ça a l'air bien. Ils avaient tous leurs trucs. Voyez ou pas? Les grosses trucs vertes. Les grosses pochettes. Moi aussi, j'en voulais une. Voilà. Ah oui. Ouais. Et comme moi, j'étais une musicienne, je pouvais pas faire ça. J'étais très une artiste. Et toi? Moi, j'ai un peu un souvenir bancal dans le sens où pour moi, c'était un peu le cours où le prof, il arrivait en sarouel avec sa flûte et il disait dessinez-moi une mouche. Et t'as qui était là pendant 7 heures. Mais moi, vous savez que l'art plastique, ça m'avait choquée. Je sais même pas si je peux dire le nom de ma prof. Non, mais non. Alors, on va la préserver, ma belle. Madame, un jour, elle nous avait dit de dessiner une chaise. En gros, elle a dit le devoir, c'est de dessiner une chaise. Moi, j'ai designé une chaise de fou. Aïe. Une chaise éléphant, elle avait des défenses et tout. Ouais. Elle m'a mis 12. J'étais en mode mais elle a pas capté justement ton sens. l'art. Mais j'étais en mode mais comment pourquoi vous avez pas compris ma chaise? C'est mon art, c'est ma manière de m'exprimer. J'espère que t'as encore le truc et que tu pourras le revendre. Ça peut se vendre très cher. Vous vous rappelez quand on avait parlé des BD? Je vous avais dit j'avais vu des planches à des 15 000 balles. Ouais. Léla, t'as ton siège avec des éléphants, il y a un bail. Mais j'espère que c'est pas des vrais éléphants par contre parce que ça c'est encore une autre histoire. Mais du coup pour revenir à la culture au niveau des prix, il y a des réductions pour les étudiants, les seniors, les enfants et les personnes qui ont une carte d'allocation chômage, ou celles d'allocation familiale. Elles pourront même rentrer gratuitement dans certains musées. Et certaines salles de théâtre comme la Comédie Française proposent des places à 5 € si la pièce n'est pas remplie 1 heure avant le spectacle. Et c'est bon à savoir parce que ça peut être un bon moyen d'aller au théâtre. Et même pour le théâtre, c'est marrant parce que les gens pensent que c'est super cher, mais finalement c'est presque le même prix que les places de ciné en ce moment. Oui, en fait. t'as des places à 10-12 balles, même pour des spectacles et tout. Et puis il n'y a pas que les grandes salles en fait de théâtre. Grave. Des fois, t'as des trop bonnes pièces dans des salles plus petites et beaucoup moins chères. Même les théâtres d'impro ou les théâtres amateurs et tout, franchement c'est sympa. Hein. Trop bien. Et du coup, faut pas oublier qu'aujourd'hui aussi on a Internet et rien que ça, c'est une énorme révolution culturelle qui rend la culture accessible au plus grand nombre. Il y a plus de limite à l'interaction entre les artistes et les internautes. On peut échanger des photos, des images, des films, des sons. Et ça, je trouve que ça facilite aussi la réinterprétation et la diffusion des œuvres. Ouais, sur ça, je trouve qu'on est vraiment chanceux nous dans notre génération, tu vois. En tout cas, si jamais vous êtes à la recherche d'un musée gratuit, déjà sachez qu'en Europe, tous les jeunes citoyens âgés de 18 à 25 ans ont accès à plein de collections permanentes des musées nationaux. Et pour la France, parce qu'on est quand même en France, il y a plein de musées qui sont gratuits toute l'année. Justement, il y a les musées des Beaux-Arts dans différentes villes. Je vais vous citer Lyon, il y a Dijon, il y a Marseille. Franchement, en vrai, en France, il y a plein de trucs à faire. Et pour les personnes qui vivent en Ile-de-France, parce que je sais qu'on a aussi beaucoup de choses à proposer ici, le site des Beaux-Arts répertorie les musées gratuits dans la région tous les premiers dimanches du mois. Retenez bien, c'est tous les premiers dimanches du mois. On est vraiment synchro les filles, 19h45 pile. C'est magnifique. Aujourd'hui on est on point. Mais vraiment on point. Allez, on est toujours sur Move et vous écoutez toujours la pluie et le beau temps et on débriefe toujours l'actu, culture et société sans tabou. Alors là on revient sur la nuit européenne des musées. C'est une soirée qui est dédiée à l'art et à la culture puisque depuis plus de 20 ans en Europe les musées sont ouverts toute la nuit. Alors c'est le moment parfait pour profiter de visites éclairées, de parcours ludiques, d'animations, pour aller vous instruire. Il y a des projections, tout ça dans une ambiance super conviviale et chaque année, il y a des millions de personnes qui vont au musée. D'ailleurs, en France, 4 ans après le Covid, les grands musées parisiens ont battu leur record de fréquentation. Et en 2023, Paris Musée a enregistré une fréquentation en hausse de 17%. Et il y a eu 5,3 millions de visiteurs. Alors, ce n'est pas forcément cette surfréquentation qui a attiré l'attention des médias ces dernières années, mais plutôt des polémiques. Ouais, parce que ça a touché de très très près, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, de très très près, certaines œuvres d'art très emblématiques. C'est vrai que depuis quelques temps, on voit des militants pour l'environnement cibler des œuvres d'art. Alors l'exemple le plus frappant, il date de janvier 2024 et à ce moment-là, la Joconde, Mona Lisa, a été prise pour cible par des militantes écologistes. Elles ont littéralement jeté de la soupe en fait sur le célèbre tableau de Léonard de Vinci et en fait, elles revendiquaient le droit à une alimentation saine et durable et je vous propose vraiment de réécouter la scène, ça vaut le détour. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? L'art, le droit à une alimentation saine et durable. Voilà. Alors, en fait, moi, ce qui me fait trop rire, c'est derrière. Oh non! Oh non! Oh non! Pas Mona! Oh non! La Joconde, merde! Fais chier, putain! On a fait le déplacement! Oh non! Alors qu'en vrai,
tu vois ça au musée, t'es content, moi, je trouve. Mais moi, ça me Ça fait fait grave de l'action. Mais moi, j'aurais été filmée direct. Mais moi, en fait, j'imagine la scène au ralenti, tu vois, genre la meuf qui lève la soupe et les gens qui sont en mode Non, mais j'ai revu la scène aujourd'hui, j'étais là genre ah ouais, j'avoue, j'étais une dinguerie en vrai de vrai. Mais non, qu'est-ce qui est plus important? Surtout qu'au musée, il y a beaucoup de vieux avec des cheveux blancs qui sont Ouais, ronds. Oh là là, c'est français, c'est le parisien gâchis alors. en plus. J'imagine même pas les touristes dégoûtés, tu sais. Tu viens faire le tour du monde pour voir Mona Lisa, elle est avec de la soupe. Bah, au moins, t'as une anecdote à raconter quand tu rentres T'as une anecdote chez à raconter, ça c'est clair. En tout cas, ce qui s'est passé au Louvre, c'est pas un acte isolé puisque ça arrive partout dans le monde. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs exemples. Et Flo, toi, tu as choisi de nous expliquer pourquoi ces militants choisissent l'art pour défendre le climat. Eh oui, mais pour l'art d'éveiller les consciences. Ne change jamais, Flo. Non, mais il faut savoir que le vandalisme artistique, c'est une histoire vieille comme l'histoire de l'art. Donc, pour vous dire, déjà, dans la Grèce antique, on mutilait les statues. Et on peut aussi citer les actions des suffragettes. Donc, c'est un groupe de femmes qui militaient à l'époque pour le droit de vote. Et le théâtre de leur première lutte, ça a été les musées londoniens en 1914. Et le topo, c'est qu'elles malmenaient des œuvres symboliques pour faire entendre leur voix. Et pourtant, symbolique, c'est le mot. Ouais, totalement, dans le sens où l'art a une dimension sacrée. Donc s'attaquer à ça, c'est un sacrilège. Et du coup, ça permet à la fois d'inscrire sa démarche dans l'histoire de l'art et à la fois dans la désobéissance civile. Du coup, la désobéissance civile, c'est une forme de résistance sans violence. Ouais, et l'idée, du coup, c'est pas de déchaîner sa haine quelque part, c'est politique tout ça. Ouais, c'est politique. En fait, ce genre d'action, ça permet de profiter de la résonance médiatique pour attirer l'attention sur une cause. Là, en l'occurrence, avec la soupe sur les tableaux, du coup, c'est attirer l'attention sur les enjeux environnementaux, sachant que l'attention, ça reste la plus rare des ressources finalement. Et le lieu, du coup, un musée, c'est pas anodin, c'est hyper transgressif quand on remarque que c'est super strict en fait comme endroit. Dans un musée, on peut pas toucher, crier, courir, faut juste regarder avec les yeux comme on dit. Donc le fait de jeter de la soupe, c'est vraiment provocateur et ça devient en fait ça, la performance artistique. Ouais, et ça, c'est exactement ce que fait entre autres Riposte Alimentaire. Donc c'est un des collectifs qui asperge les tableaux de soupe. Ouais, c'est ça, donc eux, leur revendication, c'est que l'alimentation, ça doit faire partie du régime général de la sécurité sociale. Est-ce que vous, ce genre d'action, ça vous fait réfléchir à la cause? Réagir, oui. Mais réfléchir, non. Ok. Moi, j'aime bien qu'on me choque un peu. Et je préfère qu'on me choque dans un musée plutôt qu'on me choque sur l'autoroute avec les opérations escargots, les trucs comme ça, les blocages. Parce que ça t'impacte pas directement. Oui, mais en fait, moi, je préfère déranger ces gens-là qui sont dans des musées et qui ont pas trop conscience du vrai monde et de se lever, travailler. Et tout ce truc bourgeois de on va au musée, apprécier l'art, machin. Choquez-les eux en fait. Et surtout moi je suis grave la personne qui aurait dit oh non, tu vois, moi je trouve ça je suis pas d'accord avec ça perso. Ah ouais, Parce que moi je trouve que non c'est pas inutile, mais je suis pas d'accord avec la méthode et encore moins utiliser de la bouffe. Je suis grave pas d'accord avec ça. Ouais, mais après eux, comme ils ont dit, c'est vraiment pour attirer l'attention et je trouve que en gros ça permet de tellement raisonner que moi, par exemple, je sais qu'après, je vais avoir tendance à aller me renseigner, etc., tu vois, sur leur cause. Mais c'est marrant parce que justement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'émotions suscitées par leurs gestes comme toi que pour, du coup, la dégradation de la planète et ce qu'ils prônent, quoi. Et t'as toujours une ribambelle d'éditorialistes qui se mettent à râler et être de mauvaise foi en disant que les jeunes générations, elles sont irrespectueuses. Et ça fait que la cause défendue, elle est rarement prise au sérieux. En fait, suite à un jet de soupe sur un tableau, du coup, les médias vont plutôt prendre le parti de relayer l'émotion et se demander si les musées sont assez bien surveillés ou je sais pas quoi. Après, c'est vrai que les réactions, elles sont aussi contrastées dans le camp des écolos. Ouais, les détracteurs, ils trouvent que c'est contre-productif, voire que ça décrédibilise la cause. Après, certains sont plus nuancés. Par exemple, pour les militants Charles Lacombe et Nicolas Heiringer, il faudrait changer de stratégie. Pour eux, les actions doivent être plus liées à ce qu'elles dénoncent, du genre bloquer les entreprises de combustibles fossiles ou encore décrocher les portraits d'Emmanuel Macron, par exemple. Mais ils reconnaissent que jeter de la soupe, c'est pas complètement déconnecté non plus. Est-ce que pour vous, du coup, faire des actions radicales qui divisent comme ça, c'est se tirer une balle dans le pied ou... Moi, je trouve que ça peut décrédibiliser. Parce que justement, ça peut tellement énerver certaines personnes que ça va finalement les désintéresser de la cause de base, tu vois. Moi, je pense aussi que ça les décrédibilise plus qu'autre chose aux yeux de l'opinion publique, tu vois. Aux yeux de l'opinion publique. Dans le sens où, comme tu as dit, on parle pas de leur cause. Mais je peux comprendre que quand t'as tout essayé, t'as essayé de. Mais après, je trouve que dans tous les cas, on parle pas de leur cause. Donc, pour moi, s'il y a un débat, c'est déjà que ça a marché. Oui.
Bah ouais, mais après, à la fin, on va pas parler de la cause. C'est le but de choquer pour faire passer un message. Après, ça reste un éternel débat, tu vois. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec la manière. Pour, voilà, c'est ça. Se faire entendre. Ouais. Après, je trouve que c'est aussi, justement, comme tu as dit, un bel acte de désespoir, dans le sens où c'est de plus en plus difficile de se faire entendre sans déranger. Donc, que je sois d'accord ou pas avec l'action, je préfère relativiser sur le jet de soupe. D'autant plus que tranquille, en fait, ça reste une action qui est maîtrisée et qui n'endommage rien, finalement, puisqu'il y a une vitre en plus. Donc, franchement... Ouais, bon, après, c'est sûr que l'art, ça peut exister, ça peut plus exister s'il y a plus de planète. Bah oui. Pour le coup. Et pour certains activistes, ça va encore plus loin. Pour eux, ces actions, en fait, elles s'inscrivent aussi dans une logique intersectionnelle. L'idée, c'est qu'en fait, les musées, elles sont pas seulement contestées par les activistes du climat, mais aussi pour leur collection. En fait, il y a beaucoup de musées qui conservent des objets volés pendant la colonisation, et finalement, les groupes marginalisés qui sont les plus susceptibles d'être touchés par la crise climatique, c'est les plus mal représentés dans les œuvres, alors que finalement la fonction de l'art, c'est en partie de faire comprendre le monde dans lequel on vit, et là c'est pas du tout réussi. Donc en tout cas, tout ça pour dire que s'ils veulent se protéger, les musées ils peuvent aussi commencer par parler du climat dans leur programmation, quoi. Ouais, grave. Mais je voudrais juste qu'on en revienne au fond, tu vois, parce qu'effectivement il y a toujours un message politique, il est clair, il est assez précis quand même chez les militants, et c'est vrai que c'est dommage en vrai que ces actions elles permettent pas de mettre la lumière sur le message, c'est ce qu'on disait. Là on a parlé de la Joconde et du mouvement riposte alimentaire, mais on n'a pas cité les militants de Just Stop Oil, et eux ils avaient aspergé le tableau Les Tournesols de Van Gogh, qui est aussi très célèbre, et pour le coup eux c'est vrai que leur revendication elle est alignée aux recommandations du GIEC. Le GIEC c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc finalement eux aussi, ils étaient légitimes. Et même si on fait de l'histoire de l'art, les tournesols, c'est un peu symbolique. C'est un peu en mode, pourquoi on regarderait ça dans un musée si bientôt il y aura plus ça en pleine nature et tout. Ça amène à la réflexion. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Ça amène à la réflexion. Mais en attendant, pendant que nous, on fait des débats, on parle de l'art et la manière, les températures, elles continuent de monter, en fait. Parce que je rappelle déjà qu'en 2023, on a eu l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Donc oui, il y a urgence, donc c'est bien de le rappeler. Donc maintenant, passons à l'action. Je sais pas s'il faut jeter de la soupe, mais moi je suis pas pour. C'est pas moi qui l'ai dit. T'as capté? Maintenant, à vous de voir. Au pire, vous jetez de l'eau. T'as vu, ça tâche pas. Mais même la soupe, il y a aucun tableau qui a été endommagé, hein. Intact. Oui, je sais parce que ça arrive sur les vitres. Oui. Mais les dames de ménage et tout, moi je suis là genre. Peut-être qu'après elles nettoient. Je pense pas, non. Vu comment elles étaient en pétard, je pense pas trop. Non. De la soupe bonne pour la santé pour tout le monde. Le balai, s'il vous plaît. Je ne pense pas. Et bienvenue dans La Pluie et le Beau Temps, c'est la deuxième heure de votre hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société sans tabou. Je suis toujours avec Flo et Leïla, et là on va parler d'un sujet épineux. Alors beaucoup d'entre vous connaissent Jessica Thivenin et Thibaut Garcia, c'est les influenceurs qui sont connus pour leur participation dans les Marseillais. Bien sûr, c'est un couple vraiment d'influenceurs hyper connus aujourd'hui. Ils sont mariés, ils ont 2 enfants, ils s'aiment énormément, ils sont suivis par des millions de fans. Ils ont des millions d'euros. Et ils ont des millions d'euros avec une maison qui coûte des millions d'euros à Dubaï et en France. Bref, vous avez capté, tout le monde les connaît, en tout cas les jeunes. Et du coup, comme ils partagent toute leur vie sur internet, ils ont aussi leur propre chaîne YouTube, et dans une de leurs dernières vidéos, ils se sont confiés sur leur vie intime. Et alors, il y a une vidéo qui a tourné dans laquelle ils parlent sans tabou de leur sexualité. Et Jessica a dû répondre à la question suivante: est-ce que tu t'es déjà forcée à passer à l'acte? Voici sa réponse. Évidemment que je me suis déjà forcée. Et moi aussi, je l'ai forcé aussi. C'est bon en prison après cette vidéo. Si disparaît. Voilà, la prochaine vidéo, si elle a fait seule, c'est que voilà, je suis au haps. Non, je me suis déjà forcée, mais c'est le démarrage où je me force. Et puis après, ça, comme je vous ai dit, il arrive toujours à me stimuler et à me mettre bien. Donc c'est juste un démarrage qui est compliqué. Alors ça crée le débat. Ça crée le débat. C'est vraiment des propos qui ont grave choqué, puisque Jessica et Thibaut ont été accusés de faire l'apologie du viol conjugal. J'ai eu plein de réactions vraiment sur les réseaux. Alors j'ai lu: c'est une blague, Jessica qui dit qu'elle se force pour se coucher avec Thibaut car sinon il le prend mal, donc elle se force à se mettre en selle. Est-ce que ça vous a choqué? Bah oui, déjà. C'est vrai. Et au-delà de ça, au-delà de tout ce que ça banalise, c'est trop triste pour elle qu'elle ait besoin, genre, en gros ton mec il te fait la gueule si toi t'as pas envie et que t'as pas genre puis même c'est triste pour lui qu'il en rigole et qu'il soit en mode oui je la force au démarrage, attends. Alors franchement, je vous dis honnêtement, j'ai posé la question sur mes réseaux cet après-midi dans ma story. J'ai 41% de non, c'est un couple quoi, y a rien de mal. Et j'ai 59% de c'est banalisé le viol conjugal, quelle honte. Mais ça divise, ça divise de ouf.
Bah en fait, ça divise parce que c'est banalisé et que les gens puis ils se disent même que l'autre part, c'est c'est le couple, mais c'est pas la base. Enfin, il y a un ouais. truc où bien sûr ça existe beaucoup trop, mais il faut pas rendre ça normal justement. Ouais, mais il y a ce truc du les réactions que j'ai eues aussi, c'est mais on connaît Jessica et Thibaut, on les suit depuis tellement d'années, on sait qu'ils se kiffent et tout, on sait qu'elle est absolument pas malheureuse et en gros, mais il n'y a pas forcément de violence avant un viol, tu vois. Elle en tout cas, comment les gens qui la suivent et la soutiennent l'ont perçu le truc, c'est mais ça va. On sait très bien que elle est pas réellement V, t'as capté. Et du coup, si, en fait, justement, c'est juste t'as pas envie, on le fait, c'est un viol. Et à côté de ça, t'as les gens qui disent mais non, mais c'est une dinguerie ce que tu dis en fait, juste. Et juste c'est triste parce qu'elle a même pas conscience non plus de ce qu'elle dit. Et en tout cas, ils ont pas rebondi sur le sujet, tu vois. C'est bien dommage de pas dire au moins que toi t'avais pas conscience de surtout ce que qu'ils sont c'était suivis et par de ce plein que de ça jeunes, pouvait prôner entre guillemets, moi je trouve. Ils sont suivis par des millions de personnes, c'est vrai. Et pour le coup, et même des c'est jeunes, quand même des très jeunes. Imagine une très jeune fille qui entend ça et qui se dit ok, c'est normal en fait. Si moi j'ai pas envie et que mon mec, en tout cas, c'est vrai que ce dérapage sur YouTube nous permet nous aussi de mettre en lumière la notion de viol conjugal qui existe, même dans les couples, parce que oui, ça existe. Même si beaucoup de personnes pensent que le devoir conjugal sexuel existe, sachez un truc, c'est que la loi du 4 juillet 89 a supprimé cette obligation et du coup aujourd'hui le viol est puni même entre époux. Alors je sais que ça semble logique, mais la base de tout rapport ça reste quand même le consentement et souvent des femmes qui font ce que Jessica a justement décrit pensent que c'est normal. Alors Flo, pourquoi on pense que les hommes ont plus de désir sexuel que les femmes dans ces cas-là? Il y a un mythe qui dit qu'une femme a plus de chances de refuser si un homme l'invite au lit que l'inverse. Oui, les hommes c'est bête de sexe alors que les femmes ne sont pas intéressées par le cul, soi-disant. Ouais. D'ailleurs, on entend souvent dire qu'une femme est frigide pour dire qu'elle a peu de désir et c'est un terme qui est utilisé depuis longtemps de manière péjorative, sauf que tout ça c'est faux et il est temps que ça rentre. Oh là là, toujours dans les jeux de mots, j'en peux plus. En tout cas, c'est vrai. Moi j'aime bien, ne change jamais. Mais là, t'es vraiment très très forte. Bravo pour le jeu de mots. C'est vrai qu'en tout cas, c'est dangereux de penser comme ça pour le coup. Oui, carrément, mais c'est tellement ancré que c'est un schéma qu'on retrouve vachement dans le ciné. En gros, pour attiser le désir d'une femme, faut lui mettre la pression. On valorise la violence pour arriver à ses fins et c'est un énorme piège parce qu'à la fois c'est ne pas respecter le consentement des femmes, donc ça mène à des violences sexuelles et à la fois c'est une source de souffrance pour les hommes aussi. Oui, parce que la masculinité c'est aussi toxique pour les hommes. Mais complètement, à cause des stéréotypes, certains hommes se mettent en tête qu'ils doivent avoir envie tout le temps et pourtant c'est pas le cas de tous. Il y a des hommes qui ne désirent qu'en couple ou pas, d'autres qui sont asexuels, etc. Bref, c'est un mythe néfaste quand on se rend compte qu'en fait tout le monde désire différemment. Est-ce que ça vous surprendrait un gars qui vous dit qu'il a pas de libido, qu'il a pas envie, Franchement, ouais, parce qu'en vrai, dans l'inconscient collectif, l'homme ne pense qu'à ça. Ouais. Tu vois, c'est le truc que toutes les femmes disent, quoi. Ouais, je pense que ce genre de truc, y a des meufs qui le prennent pour elles. Exactement. Et qui se disent, en fait, il est pas attiré par moi, je sais pas, il m'aime pas. Et ça, c'est trop triste, je trouve, moi. Du coup, t'as pas le droit de pas avoir envie quand t'es un mec, ou sinon t'es considéré comme, la pression sociale. Et c'est pour ça que moi, je sais que j'ai même aussi des mecs qui m'ont aussi dit d'une autre manière qu'ils avaient déjà pas eu envie. Mais qu'en fait, ils se sont dit, non, mais je peux pas. Et puis, d'autant plus même, que, par exemple, attends, il y a un une truc. meuf trop entreprenante, une meuf entreprenante, on Ça va peut lui dire les qu'elle rebuter. est un peu trop, que c'est un peu chelou. Ça peut les calmer, hein. Ça peut les calmer. Ouais, c'est vrai. J'ai déjà parlé avec des potes et tout, ils sont là, genre, mais non, mais si c'est trop simple. Non, mais genre, vraiment, en mode, si c'est trop simple, ça m'intéresse grave pas. Tu vois, il y en a plein qui le disent. En même temps, dans toutes les séries, les meufs. Avant de sortir avec un mec, elle le recale 400 fois et tout. Ouais, c'est vrai ça. Du coup, toi, quand t'aimes juste le mec, tu te dis, bon, vas-y, viens, on se date. De toute façon, il est prouvé qu'il faut les faire galérer. Non, mais après, ça, c'est pas bien de dire ça parce qu'après, dans la vraie vie, tu fais galérer un mec parce que t'as pas envie. Il est grave en mode, l'usure. Ouais. Ça va. Au bout d'un moment, peut-être que dans 5 ans, elle dira ouais. Non. D'autant plus que c'est vrai que le désir, en vrai, c'est une notion qui est hyper complexe. Grave. Le désir, c'est une sensation qui engendre une tension chez la personne qui le ressent. Et il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension anatomique, psychologique, hormonale, etc. Et à mon sens, ce qui pourrait être genré, c'est la perception qu'on en a. Généralement, pour les femmes, la notion de désir, elle est vachement intellectualisée. En fait, on subit tellement de violence que c'est quelque chose auquel on a forcément déjà pensé. Alors que pour les hommes, souvent, le désir, il est plus simple et immédiat, quoi. Ouais, et ça va aussi avec le fait qu'on entend souvent qu'il en faut peu aux hommes pour avoir du désir. Ça, en mode un décolleté, ça suffit pour exciter un homme, alors qu'une femme, elle aurait besoin de mots doux, qu'on la charme, etc. Sauf qu'encore une fois, c'est la culture qui construit cet imaginaire et c'est pas du tout la nature.
vous par exemple, qu'est-ce qui vous excite dans le sens où est-ce que c'est visuel, est-ce que c'est voilà, par des mots, des attentions, des machins ou Moi, c'est toi qui m'excite, Flo. Arrête. C'est ton beau bronzage. No way. Non, moi je suis plus dans le délire conversation. Faut qu'on se connaisse et tout. Parce que moi, justement, je me dis que ça peut être aussi très visuel et même par des trucs qu'on entend souvent les hommes dire, genre par de la danse ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il y a une étude allemande qui prouve qu'en fait, les femmes sont tout autant excitées visuellement que les hommes. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, pendant cette étude, on a pu observer qu'il se passait en gros la même chose au niveau du cerveau des hommes qu'au niveau de celui des femmes. Mais il y a une différence dans les propos. En fait, après l'expérience, les hommes déclaraient être plus excités que les femmes. Et moi, je trouve ça fou de se dire qu'il se passe la même chose, mais un homme va dire « Ah, mais c'était super excitant » et une femme va se taire, quoi. Donc bon, en gros, ça me fait penser aussi à... nous bride. Mais oui. Pendant mes recherches, en gros, je lisais des témoignages et il y en avait pas mal de femmes qui disaient avoir plus de libido que leur mec. Et en fait, elles le taisaient à cause des injonctions. En gros, elles pensaient que ce serait mal vu d'avoir plus de désir que leur chéri et elles voulaient pas blesser leur ego, en fait. Mais en fait, j'ai l'impression que depuis toujours, on dit que les femmes n'aiment pas le sexe alors qu'on les réprime finalement. Bah oui, et d'ailleurs, le slut-shaming, c'est un bon exemple de ça. Puis après, certaines ont effectivement moins de libido. C'est d'ailleurs le premier motif de consultation des femmes en sexologie, sauf qu'en fait, ça s'explique. En réalité, dans beaucoup des cas, c'est plutôt le symptôme d'une sexualité décevante. Désolée. En plus de ça... Sorry boy, do it better. Et en plus de ça, c'est aussi parfois lié à la charge mentale. Quand pour les hommes, le foyer, en fait, c'est réconfort, les pieds sous la table et tout, pour les femmes, c'est souvent des histoires logistiques. Et pour beaucoup de femmes, t'es trop surchargée émotionnellement pour avoir le temps d'être excitée, en fait. C'est une dinguerie, ça me fait penser au premier épisode de Desperate Housewives. Je l'ai regardé, vous vous souvenez de ça? Genre, Tom, il rentre d'un déplacement et tout. Le gars, il a envie de ken. Elle est là, épuisée, elle est en étoile quand même. J'ai revu cet épisode il y a pas longtemps. Mais tellement. Tu parlais, je voyais la scène et à la fin, elle lui dit mais non Tom, j'ai pas pris ma pilule. C'est pas grave, on prend le risque. On prend quoi? Elle a mis une patate. Tom, il est tombé net sur le lit. Cette scène, elle est incroyable. Tom, il fait jamais rien. Il a trop d'énergie. Et en plus, il veut trop d'enfants. Non mais laisse tomber. En plus, il s'en occupe même pas. Il part en déplacement. C'est un ouf lui. Non mais sérieux. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a pas de différence au niveau des pulsions, que ce soit homme ou femme. 0-0. Donc les agresseurs qui justifient leurs actes par leur pulsion irrépressible, c'est stop. La sexologie, elle a montré qu'il n'y avait pas de besoin sexuel dans le sens où en fait l'absence de sexualité, ça développe pas de maladie chez l'homme. Donc c'est juste de la frustration qu'ils ont du mal à gérer et il est temps que ça cesse. Il y a aussi une idée aussi. Il y a l'idée que l'anatomie, elle est différente. Par exemple, chez les hommes, l'érection, elle est directement associée à un désir, alors que des fois, c'est pas le cas. En fait, c'est juste une réaction physique ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi d'autres mythes qui circulent et ça fait grave des dégâts. On pense souvent par exemple que le vagin a pas besoin de lubrifiant aussi. Et ça va avec ce que tu dis parce que, comme pour l'érection, le désir, en fait, il peut être invisible et pour autant, il est réel des deux côtés. Mais c'est pas l'anatomie qui dit un désir, quoi. Mais ça, je pense que c'est parce qu'en vrai, on n'en parle pas à l'école. En fait, on est tellement peu renseignés sur le sujet qu'on laisse installer des idées reçues pendant des années. C'est ça. Et après, mais même pour moi, c'est pas qu'à l'école, c'est même dans un couple. En fait, pourquoi on communique pas, genre, les deux personnes juste à se dire, genre là non je suis pas excitée mais c'est pas grave ou ça je sais pas parce que généralement la femme elle va tout de suite croire que c'est à cause d'elle il y a tout ce complexe qu'on va mettre sur la femme en disant mais même une femme tu vois qui par exemple est sèche et genre dire à son mec on met du lubrifiant mais c'est pas du tout parce que ça m'excite pas mais genre même ça j'ai l'impression que c'est super il y a des raisons physiologiques ça existe mais c'est hyper important de parler en la communication les gars si vous n'avez pas la même libido dans votre couple il y a pas de on parle et vous êtes pas obligé de vous séparer. Exactement. Mais Flo, tu voulais pas faire des études, toi, de ça à la base quand j'étais petite, mon rêve était d'être thérapeute de couple. Et écoutez, on vous renvoie vers Florence et Pandy si jamais vous êtes sèche. Non, je pourrais pas vous aider là. Non, elle va vous apprendre à communiquer avec votre homme. Mais en vrai, ça peut être un petit compte Insta là que tu fais là. Arrêtez. Mais je te jure, je te fais de la pub. La vérité. Pour toute question chaude, contactez Flo. Ok, ce soir je lance Luby. Non, je c'est faux. Et les meufs, on est trop fortes. 20h15. Mais est-ce qu'on peut être
être on point comme ça. Incroyable. 20h15 pile poil et vous écoutez La pluie et le beau temps et on débriefe encore l'actu, culture et société sans tabou. Et là on revient en fait sur la polémique créée par le couple d'influenceurs Thibaut et Jessica Garcia qui, dans une récente vidéo YouTube ont confié, enfin c'est plutôt Jessica qui a confié que parfois au démarrage de l'acte avec son mari, ça lui arrivait de se forcer. Ils en ont rigolé, etc. Et c'est vrai que ces propos ont choqué pas mal de gens qui ont dénoncé l'apologie du viol conjugal. Mais eux à la base en fait leur but c'était de parler librement de leur vie privée à leurs abonnés. Je rappelle quand même que Jessica et Thibaut font partie des couples d'influenceurs les plus suivis en France. Il y a des millions de gens qui les suivent. Ce sont les pionniers de l'émission de télé-réalité Les Marseillais. Donc aujourd'hui, il y a des millions de jeunes aussi qui regardent leur contenu. Alors qu'ils soient issus de télé-réalité ou pas, Jessica et Thibaut sont pas les seuls influenceurs qui décident de parler de sexe sur Internet. Et carrément aujourd'hui, on observe depuis quelques années des comptes Instagram, des comptes TikTok, des espaces de discussion, tout ça, et aussi beaucoup de supports alternatifs à la pornographie pour parler de ce sujet. Et Leïla, aujourd'hui, il y a pas mal d'influenceurs sexos qui existent. Ils parlent à partir de leur expérience. Ils viennent aussi combler un manque de connaissances sur le sujet. Exactement. Depuis quelques années, des femmes ont pris d'assaut Insta et TikTok pour parler de sexe à partir de leurs expériences perso. Elles sont un peu venues combler un gouffre de connaissances autour de la sexualité parce que au collège, nos cours d'éducation sexuelle tournent autour de la prévention des IST, de la contraception et on parle très peu du consentement, encore moins du plaisir ou de l'anatomie. Et c'est pour ça que des comptes comme Je m'en bats le clito ou T'as joui sont là pour prendre la parole pour lutter contre la méconnaissance du corps des femmes. Et c'est pas question de parler de cul pour parler de cul. Il y en a pour tous les goûts. Certaines ont une approche de la sexualité plus historique et sociale, d'autres plus féministes ou militantes, ou par le biais des règles ou du syndrome prémenstruel. Est-ce que vous suivez des comptes comme ça ? Ouais, moi plein. Non, moi j'en suis pas. Je suis très actu musique sur les réseaux. Par contre, si je tombe sur des contenus comme ça, en vrai, je vais regarder, tu vois. Ouais. Pourquoi pas, si c'est bien monté, si c'est intriguant et tout. Ouais, franchement, je vais regarder. Ok. Bien sûr. Et toi ? Moi, je suis des comptes, mais c'est sur TikTok. Ok. Et c'est des trucs où c'est des témoignages et tout, ça me fait rire. Il y a même à un moment, j'ai écouté un podcast, j'ai oublié le nom, punaise. Et en gros, c'était des meufs qui racontaient leurs dates et leurs pires coups, et c'était super ça doit être trop marrant. C'est que moi, je suis trop dégoûtée que le podcast Hotline, je sais pas si vous connaissez, est terminé, mais c'était incroyable. Mais j'ai l'impression que c'est une époque de ma vie, la Hotline. Mais du coup, par rapport à ces contenus dont on parle là, est-ce que ils sont tous tenus par des meufs ? Les hommes, ils sont presque totalement absents de ce genre de contenu, peut-être parce que ils sont pas éduqués à verbaliser leur intimité ou à dire ce qui leur convient pas. Et la seule exception que j'ai pu voir, c'est le youtubeur Ben Nevert. Donc lui, il a lancé une série de vidéos qui s'appelle Entre mecs, dans laquelle il échange sur la sexualité avec des invités. Et j'ai regardé plusieurs épisodes en préparant l'émission. Et je trouve que c'est pas mal parce que c'est rare d'entendre des mecs parler de leur baisse de libido, comme on parlait tout à l'heure, ou de la peur qu'ils ont de pas être bons au lit et tout ça publiquement. Est-ce que ça vous dérange qu'il y ait des mecs qui se positionnent sur ce créneau ? Parce qu'il y en a que ça gêne. Mais trop bien en vrai. Moi j'aimerais trop être une mouche. Tu sais, souvent entre meufs on se dit j'aimerais trop savoir ce qu'il dit mon mec avec des potes et tout. Là clairement t'es une mouche, tu regardes le truc. Je pense qu'ils sont plus ou moins francs en plus. Ouais. Mais moi je regarde direct. Ouais, moi aussi je trouve ça trop cool. Et même trop instructif en vrai. Enfin, il y a plein de trucs que t'apprends parce que c'est plus facile de parler quand t'es entre mecs, je pense, qu'avec une fille où t'es un peu. Moi je trouve ça tellement mieux. De voir des mecs un peu s'ouvrir plutôt que des mecs qui font les kékés en mode moi ça va pas ou quoi. Mais grave, c'est tellement plus mature, c'est tellement plus intéressant pour le coup et ça permet, comme t'as dit, c'est aussi instructif. Moi perso, je suis grave in, faut que j'aille regarder ça. En tout cas pour les meufs, c'est vrai qu'elles sont souvent shadowban sur Insta. En gros, ça veut dire que leur contenu, il est mis en sourdine par le réseau social parce qu'il est trop explicite. Ouais, les influenceuses sexo, c'est pas des influenceuses comme les autres parce qu'elles parlent de corps et de sexe, donc elles sont un peu dans le collimateur d'Insta et de sa politique stricte de limitation du contenu pornographique, et elles sont aussi signalées en masse par des comptes anti-féministes, donc le robot d'Insta supprime leurs comptes et elles réussissent souvent à les récupérer grâce à la réactivité de leur communauté qui accélère le processus de récupération du compte. Mais est-ce que vous comprenez qu'il y ait des gens qui soient choqués par ce genre de publication ? Non mais Insta c'est fou déjà comment ils bannent un téton, le mot sexe, des trucs comme ça, alors qu'en soi je trouve qu'il n'y a rien d'érotique, au contraire c'est vraiment... En vrai si c'est instructif, moi ça me dérange que même Insta bloque. Insta c'est le réseau sur lequel il y a le plus de cul. Non mais c'est grave hypocrite en fait. Donc, vous vous rappelez des lives pendant le confinement où les meufs elles twerkaient les fesses à l'air, etc. Et ça a pas été banni tout de suite. Mais par contre des meufs qui font des trucs, des contenus instructifs, etc. pour apprendre des choses à des femmes ou des jeunes, etc. Ça, ils sont shadowban. C'est de l'éducation. Même, des fois, il y a des contenus super violents, il y a des trucs de bagarre qui sont publiés et c'est jamais supprimé. Non, et mais là, on parle de sexualité, et souvent, c'est de sexualité féminine.
Et là, ça pose problème, ça choque, machin, mais c'est le truc que je comprends Non, pas. mais quoi. ils sont trop hypocrites sur les réseaux. Après, il y a aussi de nombreuses marques de sex toys ou de bien-être qui approchent ces comptes-là d'influenceuses pour en faire la promo. Ouais, et Ça, j'en ai vu parce qu'on a nos influenceuses beauté qui font la promo de bougies et de rouge à lèvres. Et on a aussi nos influenceuses sexo qui font la promo de sextoys ou de baume hydratant pour la vulve. Je savais pas que ça existait, mais j'ai découvert. Si ça vous intéresse. Et du coup, il n'y a rien de gênant en soi avec ces partenariats, mais il y a certains professionnels qui dénoncent une forme d'injonction qui est en train de naître, comme l'injonction au bonheur ou au bien-être. Et là, ça créerait une injonction au plaisir, parce qu'en fait, on centre le débat autour du sexe que sur le plaisir, et ça créerait une course à l'orgasme qui est le contraire de la libération sexuelle. Et j'ai d'ailleurs vu des comptes faire la pub de sextoys qui permettraient d'avoir des orgasmes en quelques minutes. Ouais. Donc je trouve que c'est aussi mettre la pression sur la performance, et ça risque aussi de créer des complexes chez certaines personnes qui se diront qu'elles sont déficientes parce qu'elles n'arrivent pas à jouir, par exemple. Après, je pense que ces influenceuses, elles ont leurs limites, tu vois. Ouais, et c'est cool qu'elles aient libéré la parole sur certains sujets et qu'elles soient une oreille pour des filles qui n'osent pas aborder certaines choses avec leur entourage. Mais je rappelle que c'est pas des pros de la santé, et elles le rappellent elles souvent aussi. Mais malheureusement, il y en a certaines qui s'autoproclament expertes alors que rien du tout. Par exemple, hier, je suis tombée sur le compte d'une meuf qui se revendique experte internationale en vaginisme, donc capable de guérir ses patientes en 3 mois. Elle a fait des études de gynécologie, elle Non. Ma belle, doucement. Voilà, parce que c'est dangereux et ça fait peur. Et peut-être que sa méthode, elle apporte des résultats, et je dis pas que tout est à jeter, mais le vaginisme, c'est quand même un trouble sexuel qui est dû souvent à des traumatismes, et ces traumatismes-là, ils doivent être guéris avec des pros. Et du coup, moi, ça m'a un peu choquée. Et vous, est-ce que vous avez déjà vu des dérapages un peu d'influenceurs comme ça au sujet de la sexualité ou juste de l'anatomie des femmes? Je pense qu'on en a tous un en tête. C'est l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière. C'est Maëva Guénam qui avait choqué les internautes avec ses propos. On va les réécouter. Je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre moi j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin, j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent, mais il faut l'entretenir, et mon docteur c'est le meilleur pour ça. Du coup c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Et même en régie, ils sont outrés. Je te vois, ils sont outrés. Non mais vraiment, mais... C'était horrible ce passage, la vagin de 12 ans. Et puis même à regarder, c'est malaisant. Et puis sur les images, il y avait son médecin à côté. Oui. Mais de fou. Mais laisse tomber. Et ça, c'est vrai que ça avait choqué plein d'internautes, parce qu'en fait, elle a été accusée de sexualiser les gosses de 12 ans, et aussi à l'incitation à la pédophilie, quoi. C'est un truc de fou. Donc c'est bien. C'est bien, m'informer sur la sexualité via les réseaux. Après, pour moi, elle, c'est etc. pas une influenceuse sexo aussi. Oui, non, c'est juste une influenceuse qui a dérapé. Ouais. Mais ne parle pas de ça si tu ne sais pas. Mais tu vois, c'est bien d'informer, hein, mais si t'es pas légitime, c'est mieux. Mais surtout dire, c'est important d'avoir un beau vagin. Mais t'es qui, toi? Mais qui a dit en fait? C'est ouf. Ça, c'est une dinguerie. En plus, pour le coup, c'est vrai qu'elle s'est même retrouvée au centre de toute cette polémique avec les associations féministes et tout, parce que elle a été accusée de soulever cette pression exercée sur le corps des femmes. Oui, oui. C'est vrai. Et puis, à quelle heure un enfant de 12 ans laisse tomber, on a tous soufflé. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas entendu celle-là. 20h23. Et pour ce dernier sujet, je vais vous parler de 2 récentes campagnes de pub qui ont suscité des réactions plus que mitigées. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, la première, elle concerne Burger King qui a dévoilé sa campagne Grillons des steaks, pas des rêves. Et en fait, cette campagne, elle a été faite pour attirer l'attention des jeunes en quête d'opportunités professionnelles en attendant que leurs ambitions professionnelles se réalisent, leurs vraies ambitions. Alors, par exemple, on pouvait lire la phrase « C'est pas parce que tous les coachs vous trouvent nuls que vous ne passerez pas pro. Mais dans le doute, sachez que Burger King recrute en alternance. » Moi, je trouve ça super drôle. Et moi aussi, c'est horrible, mais ça me fait trop rire. Moi aussi, mais... C'est un peu chippy, quoi. Ouais, c'est un peu chippy. Mais je pardonne, mais c'est mon humour. C'est un peu chippy, c'est un peu ironique en fait. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, en fait il y a une ironie derrière ce message, parce que il y a une ironie derrière les carrières idéalisées par les jeunes. Là, pour le coup, on parle d'une personne qui rêve d'être footballeur, vous voyez. Et du coup, Burger King a voulu se positionner sur l'option beaucoup plus accessible qui est censée assurer aux jeunes une stabilité. Est-ce que vous pensez que là, ils sont venus briser des rêves, éteindre des carrières? Genre en mode, en vrai, je me pense dis... pas trop que tu vas se perdre dans le foot. Mais t'inquiète, il y a Burger King, tu vas pouvoir... En fait, je me dis, Burger King, ils font que dire ce que des parents disent à leurs enfants tous les jours, tu vois. Tu soulèves un vrai point. Jusqu'à ce qu'on ramène l'étal. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ramène l'argent et que ça marche. Voilà. En gros, ouais, c'est bien ta passion là, mais s'il te plaît. Oui. Mais après, c'est vrai qu'une pub, t'as pas envie qu'elle te tacle.
Genre, il y en a de partout en plus. Ça donne pas envie d'aller travailler chez eux parce que t'es en mode ah ok. Donc on peut plus avoir de rêve en fait. D'accord. Alors j'ai un autre exemple aussi les filles, donc c'est celui de Bumble. Bumble c'est une application de rencontre sur lesquelles seules les femmes peuvent écrire à leur match. Donc ça en principe c'est cool. Et eux ils ont lancé une campagne publicitaire qui a été diffusée partout aux States. Et en fait cette campagne elle voulait inciter les femmes à faire des dates. Alors du coup partout dans le pays il y avait des panneaux publicitaires où on pouvait lire des phrases du style faire vœu de célibat, ce n'est pas la réponse. L'abstinence, ce n'est pas la solution. Tu n'abandonneras pas le dating pour devenir une nonne. Mais ça, par contre, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Moi, ça me choque plus que briser les rêves. Parce que l'autre, ça tourne un peu à la blague. Oui, ici, c'est vraiment culpabilisant. C'est un peu en mode continue à dater, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais d'être célibataire? T'es folle ou quoi? Et même pour les nonnes, ça dit toujours. Oui, déjà, de une. Si t'as envie d'être et si t'as envie d'être une nonne, qu'est-ce qui se passe? Et pour les gens qui sont en mode abstinence, ça réduit le truc. Ouais, de toute façon, ce que vous faites, ça sert à rien. De ouf. Et même qui sont ça me vexerait plus. Tu vois. Ça me vexerait plus que Burger King qui me dit d'aller un tablier pour et genre après ça tu le vas être en mode ok j'installe. Non, franchement, c'est n'importe quoi. Énervé, quoi. Bien sûr que ces propos, c'est une dinguerie et bien sûr que c'est pas passé. Alors, cette campagne, elle a été jugée antiféministe et je dirais même que l'application Bumble, c'est clairement tirer une balle dans le pied parce qu'en plus, à la base, c'est une appli pour les meufs. Ça veut dire que les meufs, elles doivent aller. Il y a que elles qui peuvent aller checker leur match. Comme ça évite l'harcèlement. Donc, ça, c'est bien. Et pire encore, du coup, à la suite de ça, il y a plusieurs femmes qui ont appelé au boycott de l'application sur Internet, évidemment. Alors, on va écouter l'influenceuse américaine Sherry Lou à ce sujet. Je pense que c'est un bon moyen de rappeler aux femmes que ce qu'elles font avec leur vie personnelle, c'est leur choix. On ne doit pas laisser la société ou les publicités comme ça nous affecter. Évidemment, bien sûr. Alors Bumble s'est excusé, ils ont retiré tous les panneaux publicitaires dans le pays. Voilà. Ouais, et puis ça nous questionne aussi sur la question de ces fameuses pubs dans l'espace public. Il y en a partout, c'est incroyable. Et c'est trop. C'est trop. Nous, à Paris, on en est inondés. Mais c'est vrai qu'en France, la ville qui lutte le plus pour un espace public sans pub, c'est Grenoble. Et depuis 2015, l'équipe municipale écologiste a interdit carrément l'affichage commercial. Et pour le reste du pays, que ce soit à Lyon, à Nantes ou à Paris, il y a encore aujourd'hui pas mal d'initiatives quand même pour limiter la publicité urbaine et aussi les appels à consommer. Et il y a une prise de conscience, je dirais, un peu récente sur ces enjeux. Léla, tu voulais nous en parler aujourd'hui. Ouais, tu l'as dit, Grenoble a été la ville sans publicité pionnière, dès 2015. Et la nouvelle équipe municipale, donc écolo, a interdit l'affichage commercial. Concrètement, ça s'est traduit par le retrait de 326 panneaux, 20 colonnes, 64 grands panneaux de 8 mètres carrés. Et tout ça a libéré 2000 mètres carrés d'espace publicitaire. Wow. Et en fait, les Grenoblois ont kiffé l'initiative et c'était même la mesure qui les a fait voter pour les Verts. Okay. Et donc, du coup, on en écoute 3 qui ont été interrogés par BFM. Les panneaux publicitaires ont un rôle très important dans l'espace public et pour moi, ça prend beaucoup trop de place dans l'espace public. Ça bloque complètement ce qu'il y a dans la rue, quoi. Pourquoi pas créer des murs d'expression ou laisser les panneaux pour faire de l'art ou des choses comme ça pourrait donner une autre atmosphère à la ville aussi. Et du coup, à la place des panneaux, la ville, elle a planté des centaines d'arbres et je trouve que c'est pas mal. Et vous, est-ce que ça vous dérange les pubs dans la ville ? Bah ouais, bien sûr. Mais surtout que je trouve tu passes devant, t'en peux plus, il y en a tellement que tu fais plus gaffe et en fait, juste ça pollue, c'est partout, c'est... Moi je pense que c'est même plus impactant et surtout nous ici, c'est trop. Moi je trouve que c'est trop dommage, genre des fois tu prends une belle photo de Paris, tu te dis les immeubles sont trop beaux, le ciel il est tout bleu et là t'as genre une pub trop laide, donc non. Surtout que ça coûte vraiment très cher oui, et même ça consomme de fou, tu vois. Et du coup, j'avais une petite devinette, parce que aujourd'hui, c'est moi la maîtresse. Du coup, vous savez combien d'espaces publicitaires il y a à Paris, par exemple ? Des milliers ? Ouais, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est d'être... Paris, c'est tellement grand, je dirais 8000. Moins. Et toi ? Moi, je dirais 3280. 281. Ok, aucune des deux n'avait bon, mais c'était 5800 panneaux, donc kiosques, abribus ou colonnes où les affiches de pub sont collées. D'accord. Alors, je sais qu'en France, il y a beaucoup de villes qui veulent pas suivre le schéma de Grenoble parce que justement, la pub, c'est aussi une source de revenus, qu'on se le dise. C'est sûr que ça a un impact économique et c'est ce que disait du coup Anne Hidalgo, la maire de Paris. Elle le disait à l'AFP que supprimer la pub à Paris, ça entraînerait des problèmes financiers parce qu'elle rapporterait environ 40 millions de recettes au budget de la ville. C'est une dinguerie. Mais il y a des militants écologistes qui contestent les chiffres dans le sens où ces 40 millions d'euros, ça serait qu'1% de son budget. D'accord. Donc que ça serait pas si compliqué que
passer au-dessus d'un petit pourcent, alors qu'en revanche, le prix de la surconsommation, des addictions à l'alcool, aux paris sportifs ou à la malbouffe, ça représente un gros coût pour la société et pour la planète. Alors, comment on fait maintenant pour limiter la publicité commerciale sans endommager les finances publiques ? Du coup, en privilégiant l'information citoyenne, d'opinion ou la créativité. À Lyon, par exemple, en 2021, la ville elle a fait appel à un collectif de graffeurs urbains pour remplacer 2 gros panneaux publicitaires et 2 stations de métro ont été recouvertes d'œuvres d'art, tout simplement. Ouais, ça vient de Lyon, évidemment. Et c'est vrai. Toujours trop fière de sa ville. Je confirme. Du coup, en réduisant la pollution publicitaire, les villes, elles rompent avec l'incitation à la surconsommation. Par contre, avec tout ça, il faut faire attention à ce que les publicités, elles se multiplient pas dans les espaces privés, comme les écrans posés dans les vitrines de magasins, par exemple. Oui, parce que c'est vrai, supprimer toutes les pubs en ville, en vrai, c'est impossible. Oui, parce que l'article 1 du Code de l'environnement, il assure la liberté d'expression et protège les affichages commerciaux et politiques. Donc une ville pourra renégocier un contrat d'affichage publicitaire quand il arrive à échéance, mais elle n'a pas le pouvoir d'interdire les affichages dans les vitrines ou dans les commerces de proximité. Mais peut-être qu'avec le temps, ça sera possible de changer la législation, parce que selon un sondage BVA de 2022, plus de la moitié des personnes interrogées souhaiteraient l'interdiction de la publicité lumineuse dans les espaces publics pour privilégier les contenus culturels, locaux et solidaires et limiter les écrans numériques. Alors, changer la législation, ok, mais encore faut-il rester sur son positionnement. Ouais. Vous savez que ça n'a pas été le cas au Brésil, à Sao Paulo. J'ai une histoire. En 2006, le maire, il a voulu faire les choses bien, donc il a fait voter une loi, la ville propre. Et donc, en fait, dans cette loi, on interdisait les affichages publicitaires dans l'espace public, justement pour lutter contre cette pollution visuelle dont nous, on souffre à Paris. Et malheureusement, même si le projet, il plaisait quand même à 70% des habitants, en 2012, malheureusement, il a dû revenir sur cette décision puisque ça a eu des mauvaises conséquences pour l'industrie de la communication. Ouais, j'adore le Brésil, mais ça m'étonne pas. Finalement, ils se sont dit ma belle. Finalement, ils se sont dit les millions là qu'on perd. Ouais, et c'est exactement de ça dont parlait Anne Hidalgo justement. Ouais. Elle avait anticipé. Bon, écoutez, je ne pense pas qu'à Paris on va bénéficier de cette loi. Peut-être que si on a un maire écolo un jour. Je sais pas, j'ai hâte de voir la suite. On verra bien. 20h37, vous écoutez La Pluie et le Beau Temps et c'est l'hebdo qui débriefe l'actu culture et société. Bon, il est pas 20h45, il est 20h42. Aujourd'hui, c'est une course contre la montre. J'ai des tocs, j'aime bien quand c'est pile poil. Les filles, elles savent. Mais bon, il est toujours 20h42, ça vous laisse 3 minutes de plus avec nous jusqu'à 21h. Et on débriefe toute l'actu culture et société. Alors là, on vous parle des pubs qui nous entourent chaque jour dans l'espace public. On en est inondé, en tout cas ici à Paris et dans le reste du monde même. Et on en parlait avec toi, Leïla, juste avant. Mais il y a un autre fléau, et je suis sûre que vous êtes tous déjà posé cette question. Est-ce qu'on nous écoute ? Ça, c'est un truc de fou parce que sur Internet, même si on les évite, les pubs, elles font partie de notre quotidien. Elles sont tellement nombreuses, tellement récurrentes et tellement omniprésentes dans notre sphère privée et publique que carrément, on en vient à les oublier alors qu'elles sont là. Et selon l'Observatoire de l'e-pub, le volume des publicités digitales a augmenté de 42% entre 2019 et 2022. Alors, moi, ces pubs perso, elles me font peur. Ces pubs ciblées. Je me dis, mais c'est pas possible, il y a un micro dans mon téléphone, il y a une caméra, on nous regarde, on nous écoute. T'as pas peur, toi, Flo ? Ah si, c'est perturbant. Et par exemple, là, pour le sujet sur la pub, on s'est appelé du coup pour discuter de la pub ratée de Bumble, etc. Et là, je me retrouve avec plein de pubs sur les réseaux sociaux pour des applis de dating. Ça me terrifie. Ne reste pas non. Horrible. Ne deviens pas non, ça ne sert à rien. Non, mais alors qu'en plus, malgré l'insistance de mon téléphone, moi, j'ai pas configuré Siri, je suis un peu j'ai pas envie. Et du coup, c'est un gros mystère et en fait, le truc c'est que nos téléphones ont même pas besoin de nous écouter pour avoir des données sur nous en fait. Ouais, mais après c'est à partir des vocaux, des appels à nos proches aussi des recherches sur le web qu'ils arrivent à savoir. Exactement. Par exemple, à partir d'un court enregistrement, nos téléphones sont capables de déduire des infos perso sur nous, donc sur notre âge, nos habitudes, notre situation financière ou même notre santé mentale. C'est une dinguerie. Donc, grâce à ça, la filiale de Microsoft spécialisée dans la publicité classerait les consommateurs en fonction de 650 000 traits de personnalité. Donc dedans, on peut y trouver les dépressifs, ceux qui ont une dépendance au jeu ou encore ceux qui ont des dysfonctionnements érectiles. Ouais. C'est une dinguerie. Donc en fait, ils font un profil publicitaire sur chaque consommateur. C'est des trucs super intimes, mais tu vois. C'est horrible, tu fais ta petite recherche sur Internet parce que t'es pas bien. Est-ce que c'est normal de... Waouh, c'est une dinguerie. Et en fait, tes fichiers, et ça
s'appelle du real-time bidding. Real-time bidding, ok. Ouais, et en gros, l'idée, c'est de traquer les données des utilisateurs pour les vendre et les utiliser à leur insu. Ensuite, du coup, les algorithmes, ils font leur travail pour qu'on tombe sur des choses qui nous ressemblent et qu'on cède à l'achat, évidemment. Est-ce que vous avez peur maintenant En vrai, on le sait déjà depuis longtemps, depuis toujours. Mais et moi, je peux dire avec moi, ils sont servis. Hein. Moi, je suis Miss Audio. Ils savent tout. Ils savent tout jusqu'au dernier centime. Ils savent tout. Mais c'est que un jour, t'es en embrouille avec, je sais pas moi, ta pote ou je sais pas quoi, si t'envoies des trucs d'empoisonnement. C'est une dinguerie. Mais moi, ça me tue parce qu'il y a trop de gens qui, genre, par exemple, un gars, il me disait tout à l'heure qu'il essayait de refuser les cookies. Quand, par exemple, c'était pas possible, il allait sur le navigateur en privé, machin. Enfin, il faisait plein de tactiques. Je sais même pas si ça a. Moi, le seul truc que je fais, c'est que je suis tout le temps en navigation privée. Ah, ok. Genre, mais c'est déjà énorme. Genre, qu'est-ce qu'elle cache, celle-là. Je pense que ça change rien du tout, hein, mais sur ton téléphone ou aussi téléphone, sur ton ordi. Ok. Wow. Bah, j'aurais bien dû le faire avant qu'on pirate. Mais ça, vous savez, vous savez, c'est à cause de quoi? C'est la rage. Quand j'étais, en gros, quand j'étais étudiante, je travaillais dans un truc, j'étais hôtesse d'accueil, tu vois. Et moi, j'étais tout le temps en train de faire mes paniers, mes trucs. Donc, je me mettais tout le temps en navigation privée et c'est resté, tu vois, quand je me suis acheté un ordi. Oh, bah, c'est pas plus mal finalement, j'ai envie de te dire. C'est pour des raisons nobles, je trouve. Voilà. Non, mais très bien, très bien. Et toi, ça te fait peur? En tout cas, moi, ça me fait trop peur. Pour moi, c'est complètement dystopique. Et pourtant, j'arrête pas de me dire que j'ai pas non plus des données sensibles, tu vois. Enfin, les infos qu'ils ont sur moi, c'est les infos d'une vie, mais parfaitement ordinaire. Ouais, t'inquiète. Mais bon, n'empêche que. Je travaille pas à la CIA, t'inquiète. Mais moi, j'ai vu qu'ils disaient que c'était important pour les journalistes, les avocats, les trucs comme ça. Bon, moi, pour l'instant, mais j'ai pas de trucs sensibles. Mais imagine un jour. Bah non, mais si t'es sur une enquête sensible. Eh ben, qui sait, voilà. On sait jamais. Je vais refuser les cookies maintenant. Mais n'empêche que je trouve ça hyper stressant, sachant que l'ampleur du phénomène, il est énorme. Ça touche des sites comme Météo France, donc en fait c'est nos déplacements s'il faut, ou Programme TV. Et en fait, obtenir la suppression de ces données, c'est un parcours du combattant. Et ça, c'est ouf parce que en plus, à la base, en Europe, le consommateur est censé être protégé. Ouais, non, mais sauf que les sites, ils contournent les réglementations. Et là, vous avez sûrement remarqué, mais depuis novembre, Facebook et Insta obligent les utilisateurs à choisir entre un abonnement payant sans pub ou un accès gratuit, mais du coup avec des pubs ciblées. Ouais, et du coup, ça, c'est un dispositif qui est censé respecter le règlement, mais qui est hyper contesté. En même temps, normal, c'est juste lunaire de devoir payer pour protéger sa vie privée. Et résultat, ils se sont dit qu'ils allaient baisser le prix. Donc, en fait, c'est passé de 9,99€ à 5,99€. Sympa, hein. Le prix psychologique à d'autres. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que ça a rien à voir avec l'argent, tout ça. Le problème, c'est vraiment le principe. Et quoi qu'il en soit, pour une grande majorité des gens, c'est non de payer ce que vous avez payé. Mais c'est non de fou. Qui va payer 6 balles? Mais tu sais, c'est quoi 6 balles? Mais c'est comme Netflix qui s'est mis à mettre des pubs au milieu des séries. Ouais, et puis il y a ça aussi sur YouTube. Enfin, en fait, c'est partout. Partout. Et c'est trop naze parce que moi non plus, évidemment, j'ai pas à payer. Mais on sait qu'il y a seulement 3% des personnes qui sont volontaires pour être pistées. Donc, en fait, c'est pas un vrai choix, tu vois. Mais en fait, il y a 99% des gens qui acceptent d'être pistés si en fait ça implique des frais de pas vouloir, quoi. Et en fait, je trouve ça normal de pas vouloir payer quand on paye déjà des abonnements dans tous les sens. On est plein de prélèvements. Déjà, c'est un abonnement de plus. Et les réseaux sociaux, c'est censé être le truc de l'accessibilité où tout ce que tu. Enfin, c'est le truc gratuit. Tellement de temps, genre, tu te dis, mais je vais payer pour me défoncer le crâne à des comptes. En vrai, c'est pas possible, je pense, de lutter contre. Mais tu vois, tu t'as dit, il y a 3% de gens qui acceptent. Mais dans tous les cas, les 97 autres %, même s'ils disent non, ils le sont quand même. Arrêtez, en vrai, que tu veuilles ou pas. Elle est déprimante, cette chronique. Moi, ça me dégoûte. Si vous voulez pas qu'on vous observe, tous les agents de la CIA on le fera quand même. Je te jure. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui sont résignés. Eux, ils trouvent qu'on est tellement habitués aux pubs que maintenant, on n'y fait plus attention. Mais moi, j'avoue que je me disais un peu pareil. Mais en fait, pendant mes recherches, j'ai vu que c'était un piège. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, les pubs, elles renforcent la familiarité avec un produit dans un environnement en plus qui est particulièrement excitant. Et c'est vrai qu'à force de voir les mêmes pubs, on a l'impression de connaître la marque au bout d'un moment inconsciemment. Ouais, ça rentre dans la tête. C'est ça. Et d'ailleurs, si on compare une page imprimée à une page numérique, ça n'a rien à voir dans le sens où en fait, une page numérique, ça contient beaucoup plus d'éléments de stimulation sensorielle, donc c'est vachement plus efficace. Est-ce que vous, ça vous fait quoi comme sensation de voir toutes ces pubs popper et tout? Est-ce que ça vous agace? Est-ce que ça vous amuse? Est-ce que moi, par exemple, ça me saoule. Sur Insta ou sur Twitter, tu lis des tweets et puis d'un coup, tu vois contenu sponsorisé ou des trucs comme ça, t'es en mode. Moi, ça me saoule de ouf. Laissez-moi. Mais même quand tu regardes des stories sur Insta, moi c'est souvent là où en fait tu appuies et puis d'un coup t'as une pub, t'es genre mais pourquoi Grave. Moi je suis trop en mode je ne vais pas résister en fait. Vous avez pas compris, vous pouvez m'envoyer jusqu'à parce que tant que j'ai pas décidé que je veux ce produit,
je ne regarderai pas mais la c'est pub. de la manipulation des fois. Bien sûr, ça Dès rentre que quand t'as même. besoin d'un truc, tu te dis mais en fait ça je tombe tout le temps dessus donc je vais le prendre là. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Est-ce que du coup ça vous arrive d'acheter justement de consommer quand vous voyez ce genre de pub? Moi oui. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec une montre. Aïe aïe aïe. Mais en plus ça arrive tout le temps dans des moments où genre je suis dans mon lit, c'est le soir. Bah ça tombe très bien, c'est ciblé. Et du coup, ils savent à quelle heure tu t'es te là. couches. Mais oui. Dans tous les Et cas. du coup je suis là, je Justement, me moi lève. Je vais jusqu'à mon sac comme une. Chercher ta Je suis CV. désespérée, tu vois, j'ai récupéré ma Et tu carte. sais, t'es dans là avec ta carte et t'es genre. Ouais. Et tu mets ton téléphone pour éclairer ta carte. Je vais vous raconter une anecdote. Franchement, c'était pas drôle à l'époque. C'était il y a 3 ans, je crois. Pour une fois, je fais ça. Je fais ce truc. Je dis, bon, vas-y, je vais acheter et tout. C'était un fond de teint qui était censé s'adapter à la couleur de notre Oh peau. non, mais toi aussi. Non, mais arrêtez de me punaise. juger pas. Don't judge me. Don't judge me, sinon je raconte pas. Vas-y, continue. Donc, je vois le truc. Il s'avère qu'à ce moment-là, j'ai plus de fond de teint. Et c'est assez difficile. Je trouve difficilement la teinte de ma peau. D'accord. Ouais, mais. Et là, je tombe sur une personne. Je dirais pas qui parce que là, vous allez dire, t'es vraiment trop conne. Je dirais pas que c'est une personne de télé-réalité. Et du coup, Si elle c'est fait la Maëva promotion- Guénam, je coupe tout. Non, c'est pas elle. Elle fait la promotion d'un fond de teint qui s'adapte à la couleur de ta peau. Franchement, à ce moment-là, j'avais grave la flemme d'aller dans une parfumerie et tout. Flemme. Je dis, bah vas-y, facilité. Je prends le bail. Vas-y, contente de mon achat, nanana. Le fond de teint il m'a rendu grise. C'est bon. En plus, il disait oui, il faut vraiment appliquer et vraiment masser sur ta peau pour que ça vienne s'adapter. Ça s'est jamais adapté. Maintenant, il se passe quoi? Je fais une vidéo dessus sur YouTube et tout. Maintenant, il y a une chaîne de télé qui m'appelle pour que je vienne témoigner sur le truc contre le business des influvoleurs. Bah, tu es une victime de ce business, ma chérie. J'ai été victime du truc. Et plus jamais j'achète un truc comme ça par crise, par flemme et tout. C'est mort. Ouais, Depuis c'est ce Ouais, jour, mais toi, catégorique. toi, t'abuses. Parce que déjà, Non, mais je me acheter suis son fait fond de avoir teint comme sur une bleue. internet, c'est compliqué. Si t'as du mal à trouver, Mais oui. si t'as du mal à trouver ta teinte en Non, j'ai magasin, abusé du bail. J'ai abusé. Oui. Vraiment, j'ai abusé. franchement, ouais. Je me suis dit, ça s'adapte et tout. Flemme de. T'as compris, d'aller moi chercher ma tante. Et en plus Et- de ça, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que tu y es cru. Tu vois. Mais je sais pas ce qui m'est arrivé. Là, je te jure, j'ai Mais pas c'est pareil, compris. tu devais être posé dans ton Ouais, lit, je genre crois que j'avais la flemme, bien j'étais concentré et tout. Enfin, Ouais. Je pense que j'étais pas dans Et mon état normal. détendu. mais moi je comprends. Ouais. Et toi, ça t'arrive d'acheter? Mais moi, c'est genre juste une fois j'ai cédé, genre la marque, je la voyais tout le temps. Ouais. Tous les jours, au bout d'un moment, j'étais en mode, mais je la connais. Ah Ok. oui, par cœur et tout. Et du coup, j'achète le produit. Et en fait, horrible, ils ont trop pas pris en compte ma pose, enfin là où j'étais. Du coup, genre les frais de port, tu vois que c'était des, genre, je sais pas, 30-40 balles. Mais Et c'est j'étais en mode, mais c'est tout le temps faites ça. trop mal les Et puis choses. vu que c'est un cercle vicieux, t'as l'impression que cette marque-là, tout le monde la connaît aussi. Grave. Parce qu'on t'envoie que des publications avec des gens qui utilisent ce truc-là. Et donc, tu te dis, mais super connu. C'est aucun risque. Je me fais tellement manipuler, les filles. J'ai pas les mots. Et après, la qualité elle était toute pourrie. Je me suis dit, mais. Après, tu te rends compte que c'est des trucs d'Alibaba Les et filles, tout. Je me suis encore fait avoir aussi sur un autre truc. Mais c'était dans la même période. Deux fois, tu n'as Écoute, pas d'excuses. C'était dans la même période. Vous savez, c'était quoi? C'était le truc. anti-cerne. Non, c'était le truc que tu colles sur tes abdos et qui vibre tout Oh seul. non punaise so Mais ça, c'est un petit peu parce que je suis sûre, on a toutes les trois cette pub. Pourquoi? Parce qu'ils ont capté que je cherchais des salles de sport. Ils se sont dit, ma belle, reste dans ton lit. Et du t'inquiète. Ça a grave pas marché, MDR. J'ai grave jeté le truc. Après, je l'ai retrouvé sur un En AliExpress. plus, souvent, c'est de la qualité Mais de bien merde, sûr, tu vois. mais c'est clairement de la merde. Bref, ne vous faites pas avoir comme des bleus, comme nous. Mais je pense Bah que c'est ouais. arrivé à beaucoup de personnes. En tout cas, si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, on est ensemble. Ça arrive. Vous êtes, moi je suis pas avec vous. Hein. Ah, Moi ma montre elle fonctionne bien. Bon, ok, donc ça va. On a 1 sur 3, c'est déjà ça. Mais ça, parce qu'elle est addict, là, je suis sûre, elle continue. Mais en tout cas, je pense que nous sommes écoutés. Ça, c'est un débat sans fin. Je sais pas si un jour on aura la réponse, les filles. Mais oui, on l'aura là, dans. Oui, on sait. Même là, c'est oui, on est écouté. Bah alors oui, on qu'on a parle pas de le droit, Bumble, quoi. elle a des pubs Bumble. Si seulement ils pouvaient nous envoyer des pubs sur comment gagner à l'euro-million, je sais pas. à qui Bah ils non, donnent des- horrible. C'est sûr, ils envoient On va ça se aux mettre à gens dans la jouer, catégorie dépendant au jeu. Dépendant au jeu. Et c'est bon, ça va créer d'autres névroses. On n'est pas là pour ça. Il est 20h54 presque. Et la pluie et le beau temps, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, on revient bien évidemment mardi prochain. En attendant, vous pouvez nous écouter en podcast sur le site et l'application Radio France. Vous avez un petit mot à dire aux gens qui se font éventuellement manipuler Arnaquer par les pubs? Bah, on est ensemble, quoi. On n'est pas ensemble, mais. Non, je rigole. Non, mais bon courage à vous. Faites-vous rembourser. Au pire, portez plainte. Au pire. Au mieux, sinon. Et au pire, c'est pas hyper grave si ça arrive une fois. Bah voilà, c'est la vie. Bah, ça dépend de la somme. Hein.
Oui. Ah oui. Voilà. C'est encore différent, c'est un autre sujet.